L'Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation au Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité pour le deuxième épisode de notre 8e saison est David Saint-Pierre. David Saint-Pierre commence sa carrière à l'école secondaire Nipisiguit de Bathurst, ce qui lui sert de tremplin pour joindre la Ligue d'improvisation Chaleur dès la première année de son existence. Bien d'autres saisons de la Ligue suivront à travers les années, ainsi que dans la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, de 2007 à 2012. On le compte présent à bien des tournois et spectacles. On vient d'ailleurs de le voir gagner le Zèbre d'or cet été, avec moi, ainsi que dans la Ligue d'improvisation en ligne La Clique. Il sert aussi d'entraîneur à l'équipe de l'école Mathieu Martin de Dieppe pendant plusieurs années. En 2017, il devient cofondateur de l'Imprévu, une ligue civile à Moncton, dont il reste le principal organisateur et arbitre. David Saint-Pierre, bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation, Isabelle. Et merci d'être ici. On parlera avec David de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du 5e pilier de l'improvisation, la vérité. Ouh! Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. David Saint-Pierre, il y a plein de monde qui nous ont demandé. Oui. Comment ça, t'as commencé à faire de l'impro? Oui. Et il y a des gens qui demandent, c'est à cause de l'eau à Bathurst. C'est ça qui est le facteur. Oui, non, certainement, il y a quelque chose dans l'eau à Bathurst, c'est clair, parce que à Bathurst, on a commencé jeune. Mes premières mémoires d'improvisation, c'était vraiment en 4e année. Et on avait le cours de gym. Puis pendant un mois, on avait un tournoi d'improvisation. Il y a un module. Il y a un module d'improvisation dans le cours de gym. On avait littéralement comme l'horaire sur les murs où est-ce qu'on avait comme, OK, jour 1, ça va être équipe verte contre équipe rouge. Jour 2, ça va être équipe jaune contre équipe bleue. Puis pendant un mois, c'était vraiment, on se lançait là-dedans, on faisait de l'impro. C'est là que j'ai vraiment commencé à développer un intérêt pour l'improvisation. Puis là, ça a continué tout au long de, tu sais, de 4e année jusqu'à 8e année. Puis en 9e année, lorsque j'arrivais à l'école secondaire, c'est là vraiment, il y avait quelque chose de plus. Il y avait une équipe d'improvisation. Il y avait un comité d'improvisation. Il y avait des pratiques encore plus structurées. Tu sais, on avait une équipe qui s'en allait faire des tournois, tu sais, au circuit secondaire un peu partout dans le Nouveau-Brunswick. Puis j'ai appliqué. Puis j'ai fait quelques pratiques. Puis j'avais été choisi pour l'équipe. Puis ça a été... de là, ça a comme décollé. Parce que la façon que les gens nous ont demandé, oui. Entre autres, Alain Degrasse, qui devait être coach à ce temps-là. Oui, c'était Alain Degrasse en 2004-2005. Oui. Et Mathieu Chalifou, qui était un insignifiant à ce temps-là. Oui, okay. Absolument. Inconnu. Je ne savais pas qui c'était. Tu ne connaissais pas. Ouais. La manière qu'il pose et la raison qu'il semble poser, c'est un peu comme Saint-Pierre. Hein? D'impro. Hein? Un peu comme, je sais pas si, évidemment, ils te connaissent comme improvisateur, oui. Mais comme si c'était surprenant qu'un gars comme toi se joigne à ce comité. Ça a-tu du sens? Disons que je suis pas la personne classique que tu verrais dans ce genre de rôle-là, comme c'est peut-être un cliché de dire que tu verrais comme le clown de la classe être dans l'improvisation, mais j'étais vraiment pas ça. J'étais l'élève le plus studieux dans son coin qui faisait pas de bruit puis qui était pas tannant pour personne. J'étais le chouchou des profs à l'école. Je faisais pas trop pour personne. Puis tout d'un coup, je me rejoins à l'improvisation. Puis là, tu sais, ça m'a donné une arène, ça m'a donné la structure pour comme tu rentres là-dedans, tu fais ce que tu veux. Tu peux t'exprimer, faire tes personnages, tu peux raconter tes histoires. Puis tu sais, tu vas avoir une foule, une petite foule, mais tu vas avoir une foule quand même, tu vas avoir des gens qui t'écoutent, puis tu vas pouvoir explorer tes idées de cette façon-là. Puis moi, je trouvais ça extrêmement intéressant, tu sais. De faire ça d'une façon structurée, c'était quelque chose qui m'allumait beaucoup dans cette époque. C'est parce que je veux pas insulter les gens qui jouaient à l'ESN à l'époque. Mais faisons-le. Non, c'est pas une insulte, c'est juste une réalité que, parce que moi, je me souviens d'avoir été donné un atelier vraiment à la ligue naissante de ce temps-là, avec notre amie Caroline McNally. J'étais là. T'étais effectivement là, je me souviens de toi là, peut-être
c'est mon premier souvenir de toi. Oui. Pas que je t'ai pas vu dans un tournoi avant, c'est très possible, mais je me souviens de ce moment-là. Tu sais, on parlait de toute la question de la manière de, puis d'amener sa propre culture à l'impro, puis forcer les gens à amener leurs intérêts puis dans les impros pour créer de la diversité. C'était une des choses que peut-être que Alain nous avait demandé de toucher dans l'atelier. Ouais. Et puis, il y a eu comme une sorte de question générale, comme, OK, je sais pas si c'était comme, y a-tu du monde qui lise? Je pense, oui, je me souviens de cette question-là. Ou si c'était comme... Je pense que t'as posé la question, y a-tu du monde qui lit dans la salle, puis tout le monde se virait vers moi? Ouais. T'as fait Saint-Pierre lit. C'est ça. Puis là, t'as fait, quoi c'est toi tu lis? Puis là, j'ai fait, j'ai lu Harry Potter. Puis là, t'as fait, tout le monde lit Harry Potter. Quoi d'autre t'as lu? Puis là, j'ai fait, j'ai lu Notre-Dame de Paris. Puis t'as fait, c'est pas un bon livre, ça. Mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. On va y revenir à ça parce que je pense que c'est comme une impro... on parlera de cette impro-là de Notre-Dame de Paris plus tard. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de toi. Oui. Mais c'est ça, c'est comme, c'était pas une équipe, un comité, une ligue qui était académique. Non. Tu viens de dire que t'étais comme un étudiant studieux. Fait que peut-être que c'était comme une de tes différences. C'est ça qui te gagne ta place dans une équipe, à quelque part? Je dirais qu'il y avait des éléments académiques dans ce noyau-là. Comme lorsque j'ai joint l'équipe de ESN, on avait Jeff Poirier, Mad Dog, qui était capitaine de cette équipe-là. On avait Super Dave, qui était là, mais on avait aussi Jolene Morin, qui était dans cette équipe-là. Jeff Poirier puis Dave Doucette étaient super amis, fantastiques. Jouer ensemble, c'était excellent. C'était beaucoup plus drôle, par exemple, parce qu'ils étaient cabotins, puis ils avaient énormément de succès de ce côté-là, puis ils étaient super bons, je les adorais. Puis Jeff, c'était vraiment un leadership naturel. Jolene était vraiment, je pense, quelque chose un petit peu plus songé qu'elle apportait dans ses histoires, dans ses improvisations. On dirait qu'il y avait un petit peu plus de pensée en arrière, quelque chose d'un petit peu. C'est un peu la songé. Constructrice. Oui. Du groupe, ouais. Exactement. Fait que ça, quand j'ai commencé, c'était un peu ça la situation un peu ça, comme ça que je voyais l'équipe ESN, c'était un petit peu plus cabotin, vraiment du rire. Lorsque moi j'ai commencé avec Samuel Rioux en 2004, puis lorsque nous autres on est devenus plus les adultes du groupe, là tout d'un coup ça prend un aspect beaucoup plus absurde. Fait que on rentre dans l'absurdité, on rentre dans les concepts qui est out there vraiment, puis on explore plus ça. Je pense qu'il y avait un intérêt là-dedans. J'ai toujours eu un intérêt pour plus construire, mais j'aimais beaucoup jouer dans ces espaces-là avec mes coéquipiers aussi, dans cette époque-là. Donc, en même temps qu'on a ça, on a aussi la ligue qui se développe à peu près. Ouais. La première année était l'été 2005, qui est après la saison 2004-2005 de l'école secondaire de Piziguit. Puis là, on est vraiment exposé à un autre style de jeu parce que là, on a des joueurs plus d'expérience qui viennent d'un peu partout dans la province pour venir jouer avec nous. On a Éric Lavoie qui vient jouer dans la première édition de la Ligue. On a Kevin Doyle aussi qui se joignait à la première édition de la Ligue. Des gens comme Denis Young, Gabriel Giroux-Gagné, beaucoup de gens des alentours. On a aussi des gens que c'était leur première expérience, comme les frères Foulem qui venaient se joindre à nous autres dans la Ligue. C'était beaucoup de gens, un gros rassembli de beaucoup de styles de jeux différents, mais c'était aussi beaucoup pour le rire. Un peu moins pour la construction, mais c'était vraiment des belles façons de voir différents styles de jeux venir ensemble, puis qu'est-ce que ça pouvait faire quand ça s'harmonisait ensemble. Puis comment est-ce que c'était ça pour être un jeune qui joue avec des adultes tout d'un coup? C'était vraiment une expérience d'apprentissage. Ma première année, j'étais avec Éric Lavoie dans l'équipe des Noirs, dans la Ligue. On était Éric, puis 4 jeunes du secondaire. OK. Fait que c'était quand même assez c'était une expérience d'apprentissage. On avait beaucoup de désir de jouer, mais pas beaucoup d'expérience. Fait que tu sais, on se lançait là-dedans, puis on avait notre manque d'expérience montrait un peu, mais on avait beaucoup de fun. Puis on avait Eric qui tenait un peu le contrôle là-dessus. Puis Eric après ça est devenu un de mes bons amis, un improvisateur que je respecte du plus profond de moi-même. C'est lui qui il m'a enseigné comment faire des personnages comme vraiment sauter, puis j'ai beaucoup d'amour pour Éric Lavoie. Et là, tu serais éventuellement à l'université? Oui, exactement. Puis ça, c'est Lic l'été, Licum l'hiver, là, ça devient tout ça, ou... Ça a été ça pendant un bon bout, honnêtement, parce que... T'as joué beaucoup de saisons, là. J'ai joué, c'était ma 11e saison cet été à la Ligue. OK. Oh wow. Oui, c'est ça, j'ai eu mon chandail retiré à la Ligue, j'ai encore le chandail de tôle full size dans ma cave. OK. Parce que... Ils retirent vos chandails, mais t'as encore le droit de jouer. Oui, exactement. Non, c'est un hint. C'est quand OK. On va te retirer ton chandail, là. C'est assez, là. Oui, c'est ça. Fais de la place pour les autres.
L'hiver, c'était la Licume. L'été, je retournais à Bathurst pour jouer dans la ligue. Puis ensuite, même quand mes parents ont déménagé à Moncton, je faisais quand même le trajet Moncton-Bathurst pour aller jouer à la ligue. Puis ça a duré plusieurs années, à peu près 9 ans. Ouais, est-ce qu'après ça, j'ai pris une petite pause. Puis ensuite, je suis revenu cet été à la ligue. C'était-tu difficile, ça? Parce que je sais que des fois, les gens ont la difficulté à faire comme de l'impro tout le long de l'année. On dirait qu'ils se brûlent un petit peu. C'était quelque chose que t'as vécu? C'est quelque chose que j'ai vécu certainement un peu avant la pandémie. Je pense que c'était j'essaie de me souvenir, 2016. Je venais de jouer un zèbre avec équipe formerly known as Prince. Puis il y avait des gens qui étaient intéressés de faire une équipe pour l'année d'après, puis je me souviens d'avoir dit à Jonathan Bob, ça va dans ce temps-là, hey, je pense que je vais me retirer un peu de l'impro, je pense que je n'ai eu assez pour l'instant, puis là, pris une petite pause, puis je suis revenu au jeu, puis là, la pandémie a fessé, puis là, je suis de retour au jeu de façon plus formelle. Comment tu te décrirais comme joueur? Comme tu sais, c'est quoi l'opinion que les gens ont de David Saint-Pierre universitaire? Aujourd'hui, là, je pense que ton jeu a évidemment évolué. Oui. Mais universitaire, t'avais une tête. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire, mais t'avais sensiblement toujours la même expression. Oui. Ouais. Pas important quel personnage, avec une certaine expression, un genre de regard glauque vers le public. Semi-décroché, je sais pas qu'est-ce que semi-décroché, le sourire en coin. Ouais. C'était pas je rentrais puis je faisais un chef cuisinier, c'était je rentrais puis c'est David Saint-Pierre est un chef cuisinier. C'est Martine à la plage. Hein. Oui, c'est ça, exactement. C'est-tu exprès ça? C'est-tu quelque chose qui t'a tombé dedans? C'était plus, je pense que c'était plus un réflexe à ce point-là. C'était quelque chose qui était une béquille, mais que je voyais pas comme étant une béquille. C'était juste, tu sais, comme je me force pas à faire des personnages parce que ce que j'ai fait naturellement tout au long du secondaire puis maintenant pendant ma carrière universitaire semble fonctionner. Ouais. Le monde trouvait ça drôle. Ouais, le monde oui, trouvait exactement. ça drôle. Mais il y a eu comme un genre de twist, je pense à la fin de ma carrière universitaire où est-ce que comme j'ai rentré dans beaucoup d'impro puis j'ai fait je pense que j'aimerais, à la place de devenir un joueur qui punch beaucoup, un joueur qui rentre puis qui lance sa ligne puis qui gagne l'impro avec ça, j'aimerais devenir un joueur plus solide. C'est-à-dire, j'aimerais être capable de rentrer dans n'importe quelle situation puis de jamais être mal pris dans une improvisation. C'est-à-dire comme devenir un joueur qui est capable de se débrouiller pas mal dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quel style, dans n'importe quelle demande de personnage ou des choses comme ça, de faire des choses plus verbomotrices, des choses plus physiques. Puis ça n'a pas abouti complètement. Pendant ma carrière universitaire, on commence à voir des bribes de ça, je pense, à la fin. Mais comme dernièrement, je pense que j'ai vraiment eu mon éclosion. Ou est-ce que je me sens pas mal confortable de rentrer dans n'importe quoi? Même si c'est des choses plus physiques, plus verbomotrices, que j'essaye de me challenger plus de ce côté-là, puis de faire comme, envoyez-moi les plus gros challenges que vous pouvez m'envoyer, puis je vais faire de mon mieux. Je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Parce qu'on avait justement une question de Nathalie Gauguin qui demande au sujet de comme le contraste entre toi en tant que joueur lécumien, puis là, aujourd'hui. Puis elle mentionne aussi, tu sais, y a-tu des genres de défis, y a-tu des styles d'humour, y a-tu des catégories que tu favorises dans ces deux temps-là de ta vie? C'est-tu une évolution comme dans une direction? Quand j'étais à l'université, je me souviens plus quelle audition de la Licume que c'était, mais on m'a demandé directement qu'est-ce qui est ta catégorie préférée. Puis j'ai dit, moi c'est à la manière de. Parce que c'est vraiment quelque chose que je me sentais confortable dedans, que j'aime explorer, que j'aime vraiment retirer l'essence de quelqu'un puis essayer de la remanier pour faire quelque chose d'improvisatoire avec ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, il y a quand même des challenges. Je veux dire, il y a une époque où est-ce que je me souviens que je rentrais dans quasiment toutes les catégories, toutes les impros, puis Patrick Hardy m'a vu rentrer dans une rimée, c'était lui l'arbitre à ce moment-là, puis il a pas sifflé tout de suite. Il a fait vraiment, lui... OK. C'est très Patrick, ça. C'est très Patrick, puis c'est très cliché de gars de Bathurst. Tu vas rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus poussé, qui est un petit peu plus pensé. OK, on va voir comment ça va. Ouais, qui prenne une souplesse verbomotrice. Oui. Ou une culture, ou un vocabulaire. En tout cas, c'était pas... Comme je disais tantôt, il y a un temps où les équipes de Bathurst étaient pas connues pour leur côté académique. Exactement. Ben, je viens un peu de cette époque-là, mais je pense que j'étais un peu un mouton noir de cette époque-là. Légèrement, comme je veux dire, je faisais partie du groupe pis tout ça, puis j'étais ami avec tous ces gens-là, mais comme, je sentais que j'étais pas identique à tout ce monde-là. Les autres allaient faire des parties puis allaient, tu sais, rencontrer du monde puis tout ça, puis moi j'étais dans le coin en train de lire mes livres. Au tournoi, littéralement.
Ah oui, c'est dur. Oui. Outsider un peu ou qu'est-ce que... Un petit peu. Puis là, j'ai commencé à comme m'intégrer puis à devenir plus amical. Puis là, j'ai gagné 7 prix, je pense, du joueur le plus amical. Fait que, je pense que j'ai développé ce côté-là aussi. Est-ce que ça a aidé ou pas au secondaire que tout le monde s'appelait Dave? C'était certainement je me souviens de la conversation exacte, comme littéralement. Je pense que c'était David Doucette puis Jolene Morin qui étaient en train de discuter. Puis ils font, OK, il y a 3 joueurs sur 8 dans notre formation qui s'appelaient David. À ce moment-là, il y avait moi, il y avait David Doucette, puis il y avait David Lausier. Fait qu'on va t'appeler Saint-Pierre. C'est-tu correct? Puis là, j'ai fait, oui, c'est correct. Au moins, ils t'ont demandé. Au moins, ils m'ont demandé, puis c'était un nickname comme un autre, ça a stické. Au point où est-ce que j'arrivais dans mes premières auditions de l'ICUM à l'université. Ils lisent la liste puis ils font David Saint-Pierre, puis il y a des gens dans la foule qui disent c'est David son nom. OK. Ouais. Wow, ça a vraiment créé comme un branding. Ben oui, exactement. Donc mon branding de Saint-Pierre, il y avait des blondes dans le temps qui m'appelaient Saint-Pierre. Sur une fille puis elle t'appelle Saint-Pierre, oui, ouais. Exactement. Ouais. Fait que ça a stické et ça a stické fort. C'est vrai, moi je t'appelle tout le temps Saint-Pierre. Ben oui, exactement. Fait que je pense que c'était au moment où est-ce que ça arrivait, puis jusqu'à présent, je pense pas que je comprenais l'amplitude de tout ça, mais c'est un branding qui a stické fort, très fort. Quand t'as un nom de famille pas inusité, parce que Saint-Pierre, c'est assez normal, mais que pas tout le monde a. C'est ça. Puis qui se dit bien, comme. Il se dit bien, ouais. Tu pourrais pas m'appeler Gauguin, c'est trop comme, Tu pourrais pas m'appeler. littéral. Ouais, personne m'appelle Albert, c'est ridicule. C'est aussi un nom, ça marche pas, ouais. C'est ça. T'as parlé à la manière de comme un style que non seulement t'aimais dans ce temps-là, mais que t'aimes encore. Oui. Ça fait avec toute la lecture, le côté comme se cultiver pour devenir un meilleur joueur. Oui. Ça fit un peu aussi avec le concept de l'imprévu, où est-ce que je pense qu'à peu près tous les matchs que j'arbitrais puis que j'étais coordonnateur en chef, on a eu à la manière de dans quasiment tous les matchs. OK. Ça fait que t'aimes ça comme le donner, pas juste le recevoir. Ben même que je rajouterais que comme c'est un peu la vibe, comme moi aussi j'ai arbitré cette ligue-là, puis moi aussi j'en donnais une à chaque match. Ben C'était comme on dirait que ça faisait partie du naturel. concept de la ligue, qui est vraiment comme lié avec ton amour pour cette catégorie-là. Oui, je pense que oui. Tout ça pour faut qu'on compte, je sais que ça arrive à une drôle de place peut-être dans le cheminement, mais faut compter la manière de Victor Hugo. Oui. Qu'on s'est tapé, j'étais aussi dans cette impro, qu'on s'est tapé à un match étoile, à une qualif, Je crois que oui. à l'Odyssée, où on est dans la même équipe. C'est une comparée. Oui. À la manière de notre choix. Oui. Ça doit, oui. Oui, Auteur. de notre choix parce que l'autre équipe a fait quelque chose de niaiseux. Oui. Et toi t'as choisi Oui. Victor Hugo. Victor Hugo. Puis on s'entend que moi puis Étienne Boivin, on allait aussi dans cette impro. Ah, c'est ça quand même des bons. Étienne a lu Notre-Dame de Paris, entre ça fait du autres. sens, ça t'a pas proposé ça comme... Oui, c'était pas... Oui. Mais aussi, moi, j'aime pas Hugo. C'est ça, on était qualifiés pour savoir dans quoi on s'embarquait. Contre l'impro parce que je pense que c'était brillant. Je vais compter Victor Hugo en premier. OK. Donc, Victor Hugo, pour ceux qui savent pas, est un produit de son époque. C'était vraiment... tu sais, les auteurs dans le temps étaient payés au mot. Fait que Victor Hugo avait pas d'éditeur, fait que genre il rajoutait dans ses livres juste pour padder, pour faire plus d'argent, puis il vendait les chapitre par chapitre, hein. C'est ça. Littéralement, Notre-Dame de Paris a un chapitre à peu près dans le milieu du livre qui s'appelle Paris à vol d'oiseau, qui est 75 pages. C'est 75 pages. 75 pages de juste la géographie de Paris qui aide aucunement au reste de l'histoire. C'est pas lié à rien. Non, il y a juste un chapitre historique, architecture, etc. Oui, quelque part dans le livre. Ça freine l'action complètement. C'est ça. C'est ça. C'est une des raisons que je peux pas hacker Victor Hugo. C'est compréhensible. Fait que là, on rentre dans cette improvisation-là, puis il nous demande qu'est-ce qui est votre choix à la manière de, puis toi tu dis, ça va être à la manière de Victor Hugo, mais Victor Hugo des livres, spécifiquement. Ah oui? Oui, puis tu fais comme Victor On avait-tu Hugo une peur que... Non, je pense que on avait peut-être une peur de genre, ok, ils vont faire le film Les Misérables. OK. Mais On va faire un musical. c'est ça. C'est ça, là. On va faire la version faire comédie musicale de... Notre-Dame de Paris dans une arène. Ben, surtout dans le contexte de l'idée qui s'en vient. Oui, exactement. Fait que là, nous autres, on commence cette à la manière de là. Je pense que c'est genre... C'est moi puis Étienne. Toi puis Étienne, puis je pense qu'il y avait Anne-Marie Bernier qui était comme prisonnière, qui se faisait ramasser, C'est ça. qui a fait comme on t'apporte... On tape pas à la jail. Oui, exactement. On la garoche dans un donjon. Ça dure 10 secondes. Puis Oui. là, vous autres, vous sortez. Moi, je rentre, puis je passe à peu près 2 minutes 40 secondes à monologuer sur l'architecture,
romantique, les prisons, gothique, les prisons, puis comment chaque building avait son utilité, puis avant l'écriture, que c'est vraiment les buildings qui étaient l'écriture de l'histoire de l'humanité. Je parle là-dedans pendant 2 minutes 40 secondes. Pour vous laisser un 10 secondes à la fin pour wrapper up whatever vous faisiez à la fin. C'est ça, barrer la porte. Oui, exactement. Fait que je pense que ça, c'était une des meilleures improvisations que j'ai jouées de ma vie. C'était vraiment juste authentique au matériel original, puis j'ai tellement aimé ça. C'était tough, parce que ça voulait dire que fallait être très volubile, parce que fallait que ça coule, puis ça coulait, là. Puis que tu dises quelque chose de raisonnablement, comme approprié au contexte, puis qui sonne comme un chapitre historique, comme éducatif, quasiment. Ouais. Ben oui, exactement. Puis je pense que c'était un défi relevé pour la gang au complet. Ouais. Les prisons à vol d'impro. Oui, exactement. plus d'improvisation de Victor Hugo qui vont nulle part. J'ai pas pensé avant l'entrevue, mais quand on en parlait, je me oui, il faut compter ça parce que quel bel exemple d'utiliser la manière de faire quelque chose de spécial, d'intéressant, tu sais, de comme remanier, comme tu disais, l'auteur à un format de 3 minutes, là, comme c'est ça une des problématiques, Comment right? tu fais fitter 675 pages dans 3 minutes? C'est ça. Puis je pense que le cas qui est intéressant avec ça, c'est que c'est tellement spécifique à l'auteur, puis c'est tellement de quoi qui est juste niche assez, mais quand même accessible, comme genre un membre du public qui connaît pas vraiment l'auteur là, va être assis là en train de faire comme OK, c'est ça qui se passe tout de suite. Là. Oui, c'est ça. Oui, je pense que la réaction d'un public pas averti c'était ben voyons donc. C'est ça. Mais Après, pour le monde qui savent, ça, là, eux sont en amour. Parce que eux savent exactement ce que tu veux dire. Puis là, eux sont comme si c'était la meilleure Parce que je file comme si on se moque de Victor Hugo sans que ça soit une parodie. Exact. Oui. C'est ça. On moque Victor Hugo en étant authentique à Victor Hugo. Ouais. Yeah, ça, c'est une de mes préférées. Ouais. Puis je pense que ça montre que tu peux avoir du fun avec la manière de. Je pense que comme la manière de, comme une réputation pour être comme grim puis lourde, comme très comme académique puis comme difficile pis ça, puis comme on oublie que la manière de peut être le fun. Est-ce que c'est du foreshadowing à la vérité qu'on parle un peu plus tard? On va y revenir dans ce cas-là. Excellent. Parlons un peu de ton temps comme entraîneur. Entraîneur, oui. T'as été entraîneur de l'équipe de Dieppe. En 2008, j'ai commencé à entraîner l'équipe de Mathieu Martin à Dieppe, pendant laquelle j'ai eu la chance d'entraîner beaucoup de gens qui sont encore actifs dans le circuit improvisatoire partout dans le Nouveau-Brunswick. Ben oui, brague, là. On a, je veux dire, pour en nommer quelques-uns, Nathalie Gauguin, José Robichaud, Jean-Michel Robichaud, Natacha Haché, Nicolas Berry, Gabriel Vincent Deslauriers. Du côté de Tracadie aussi, que j'ai coaché Jean-Sébastien Arsenault. Donc, tout ce beau monde-là que j'ai eu la chance. Ah oui, t'as fait Tracadie aussi. J'ai fait Tracadie pendant 2013-2014. 1 an. Mm-hmm. Puis, j'ai eu beaucoup de fun avec eux autres. Fait que c'est ça. Ça a été une expérience extrêmement intéressante. Ça a été ma première expérience de vraiment comme le show d'improvisation n'est plus à propos de toi maintenant. Ça m'a pris, je dirais, je vais être honnête avec tout le monde, ça m'a pris quelques années à comme trouver vraiment ma vibe d'entraîneur, mais après que je l'ai trouvé, je l'avais vraiment trouvé à 100%. Moi, c'était plus à propos du développement du joueur. Tu sais, je vais te prendre comme joueur, puis on va trouver tes forces, on va aussi trouver tes faiblesses, on va essayer de illuminer tes forces, on va essayer de comme travailler sur tes faiblesses autant qu'on peut, puis on va te rendre le joueur le plus well-rounded, le plus complet qu'on est capable de faire avec toi pendant le temps que j'ai avec toi. Puis ça incluait comme dans l'arène, sur le banc, dehors, un petit peu partout, fait que j'ai vraiment eu du plaisir à travailler avec les jeunes là-dessus, puis je pense que j'ai fait un pas pire de travail après un peu. Comment c'était entraîner une école que t'as pas TA? Que comme toi, t'as pas nécessairement la même... Ouais, dans les deux cas, tu sais, c'est pas la même culture nécessairement, c'est pas la même approche peut-être, qui est comme built-in, comme tradition qui sont là. Comment c'était ça? Je dirais une petite adaptation, mais dans chacun des cas, il faut juste que tu sois un peu flexible, puis tu vas découvrir comme... Faut que tu découvres qu'est-ce qu'est la vibe de l'équipe un peu. Comme j'ai entraîné Mathieu Martin pendant plusieurs années. Au début, j'avais de la misère un peu, puis là, après un bout, j'ai trouvé comme qu'est-ce qu'était la vibe des équipes. C'était vraiment comme... Ils étaient vraiment un peu plus absurdes que je m'attendais. Fait que ça, c'était super. Je me souviens notamment de Natacha Haché qui avait tout le temps les idées les plus intéressantes que j'ai entendues de ma vie. Puis là, je faisais... Tu sais, mon travail avec elle, c'était beaucoup OK, on va restreindre ça un petit peu, puis on va rendre ça un petit peu plus propice au format improvisatoire, mais qui avait quand même tout le temps des idées super flyées à apporter au caucus. Puis c'était vraiment une équipe qui était beaucoup à propos de la construction, fait que tu sais, travailler un peu comme comment faire de la construction puis comment construire des punchs à travers cette construction-là puis des choses comme ça. Lorsque j'ai été à Tracadie,
Là, on voit un style un petit peu plus cabotant. Fait que des jeunes qui voulaient beaucoup faire rire. Malgré qu'il y avait un beau contraste aussi parmi l'équipe. Ouais, est-ce qu'on avait des joueurs comme Jean-Sébastien Arsenault, un sens du punch extrêmement développé, même avant que je rejoins toute cette équipe-là. Puis qui jouait avec des gens comme Michael Noël, qui au secondaire, qui apportait une telle intelligence que c'en était phénoménal. Comme je me souviendrai toujours de cette histoire-là de Michael Noël. Ouais, est-ce que j'allais arbitrer un match du midi à Tracadie, puis je cale une rimée, puis Michael Noël fait la rimée comme haut la main, tellement bien que littéralement il arrive à ses dernières lignes, puis il fait « Oh, elle est en train de manger de la réglisse, je vais lui montrer mon... » Puis là, timer ça exactement pour que je siffle, pour qu'il dise pas le dernier mot de cette improvisation-là. Bien. Comme, c'était tellement parfait. Puis moi, en tant qu'arbitre fendant, j'ai laissé l'improvisation continuer pendant 3 secondes après ça, pour qu'il se mélange là-dedans. On a eu du fun. Y a-t-il des succès particuliers que tu veux relever? Oui, certainement. Je veux dire... Parce que tu sais que je vais te demander pour tes insuccès après. Non, je pense que toute l'équipe avec Nicolas Berry puis toute cette cult-là qui a commencé, je pense, en si je me souviens bien, 2011-2012. Puis là, pour finalement, en 2015, gagner la Gougoune. C'était pas moi qui coachais cette année-là, c'est Martin Légère, mais tu sais, ça a vraiment été, j'ai entraîné ces jeunes-là pendant 2 ans. Martin s'occupe des 2 dernières années, puis finalement gagne la Gougoune. J'étais extrêmement fier d'eux autres à ce moment-là. Quand tu as coaché quelqu'un, c'est sûr, ça reste toujours un petit peu tes joueurs. Oui, exactement. C'est comme, oh yeah! Surtout, si tu le fais pendant 2 ans, il y a comme certainement une connexion qui se forme avec les jeunes. Là. Fait que c'était vraiment super de les voir aller, même dans ce contexte-là. Puis avec l'équipe de Tracadie, même si j'ai juste eu 1 an avec eux autres, c'était des jeunes qui avaient tellement de personnalité puis qui se sont développés tellement pendant le court moment que j'ai eu avec eux autres que je reste encore ami avec plusieurs de ces personnes-là. Vraiment super. Et donc, y a-tu des erreurs, des leçons durement apprises? Par où commencer, Michel? Je pense que c'est le moment de mentionner cette histoire-là. Pendant que je coachais Tracadie, où est-ce que on était à un tournoi à Bathurst, puis il y a eu un jeune qui a décidé, le matin, il n'a pas mangé, le midi, il n'a pas mangé, puis moi, je l'ai pas remarqué parce que j'ai une dizaine de jeunes à m'occuper d'eux, fait que, tu sais, ça passe un peu dans le beurre. Pour, le soir, prendre une voiture, se rendre au Burger King à Bathurst, commander 50 nuggets, puis toutes les manger d'un coup. Puis là, à cause de tout le sel qu'il venait de consommer, il y a eu un boost d'énergie, il commence à partir à courir dans les couloirs, puis là, il y a eu comme un weird événement où est-ce qu'il a comme perdu connaissance en courant, puis il a juste rentré dans le mur. Fait que là, comme moi, en tant que bon coach, tu sais, je gardais un œil sur mes joueurs, mais j'étais en train de commencer un jeu de société avec Mathieu Lewis à ce moment-là, lorsque je vois quelqu'un aller voir les officiels puis faire, il y a un jeune de Tracadie qui vient de s'évanouir, puis moi qui fais, ok. Bon, je ramasse la board game. C'était quoi le jeu de société? C'était Smash Up, puis les cartes que tu mélanges. Ah oui, tu mélanges 2 cartes. Tu mélanges 2 decks, puis ça fait un deck... Ouais, c'est ça. Je joue des robots pirates ou des... Ouais, c'est ça. Yeah, okay. Moi, je me rappelle, moi, je suis un des officiels que sûrement quelqu'un est venu me dire « Hey, y a quelqu'un qui a mangé 50 nuggets? » Puis là, Fait que là, comme le mode urgence comme kick in à ce moment-là, puis tu sais, je ramasse toute la board game le plus vite que je peux, je rentre dans la chambre de Tracadie, puis il est là couché. Tu sais, on lui donne un peu de jus d'orange, on attend là pendant une demi-heure, puis finalement, comme, il commence à s'améliorer, puis tout ça. Mais gardez un œil sur vos jeunes, les amis. C'est ça la morale de l'histoire. Non, ça arrive souvent que les jeunes mangent pas. Oui. Pas c'est des dur, points que les jeunes, les plus vieux aussi. Oui. dans une grosse cafétéria avec beaucoup de monde, ça peut être facile de pas le remarquer. Oui, Yeah. exactement. C'est très difficile quand t'es pas habitué à ça, puis quand t'as 10 jeunes à t'occuper d'eux en tant qu'un adulte responsable, ça devient un peu difficile. Mais gardez un œil là-dessus. La plus grosse morale que j'ai retirée de mon expérience en tant qu'entraîneur, c'est que c'est pas à propos de toi, c'est à propos des jeunes. Fait que fais le plus d'espace que tu peux pour les jeunes, puis essaye de leur donner le plus d'espace puis le plus de conseils sans être trop présent pour contrôler tout. Fait que tu sais, donne-leur l'espace qu'ils ont besoin autant dans l'arène que sur le banc. Que dans les pratiques, que quand vous êtes en train de faire des entraînements de la chambre ou des échauffements ou des choses comme ça. C'est pas mal ça que la morale de l'histoire. Est-ce que tu as pu comme développer de la comme camaraderie avec les autres entraîneurs? On parle pas beaucoup de ce réseau-là comme un groupe. Mais tu peux développer des genres d'amitié puis...
Oui, ben c'est une situation drôle parce que tu sais, l'entraîneur que tu vois dans un tournoi devient ton coéquipier dans un zèbre ou quelque chose du genre, comme littéralement Eric Tornado Lavoie que j'ai joué avec dans les ponctuations. Mathieu Lewis avec lequel je vais jouer au Punch Club, le Punch Up un peu plus tard cette année. C'est tous des gens avec qui j'entraînais, tu sais, l'autre bord de l'arène, Justin Guitard que j'ai joué au secondaire avec. Puis les autres, ben naturellement tu développes des relations avec ces personnes-là. Tu sais, Mathieu Quimper que je me souviens de sneaker out d'un gymnase à Chupagan pour aller jouer un jeu de société avec lui pendant qu'il est jeune. Vous étiez wild. On était wild. Appelez les polices. Oh mon Hors de Dieu. contrôle. Souvent, c'est comme des gens que les autres coachs, c'est des gens que t'étais déjà chum avec. Oui. Au préalable. Comme Ouais. tu vas jouer avec eux autres après, mais tu as probablement joué avec eux autres avant aussi. Là. Mais c'est ça, c'est comme, tu dis cette affaire-là de comme je développe-tu des relations avec les coachs, c'est plus une affaire de comme c'était mes amis avant que c'était des coachs. Comme je me souviens quand j'ai coaché Tracadie, les autres coachs étant Randy Johnston, puis Robin Giannet, puis Scott Cowan? Oui, c'est Scott Cowan. Puis c'était des gens que je jouais des jeux de société avec quasiment toutes les semaines. Lui, tout ce qu'il fait, c'est des jeux de société. Oui. C'est ça ton... C'est le même que tu bondes avec les autres. Ben là. oui, puis c'est... Il y a juste comme une whole valise qui vient mener Oh, au tournoi regarde, que juste je vois- des boîtes de jeux de société. Je vais l'avouer, là, j'ai déjà joué des jeux de société avec David Saint-Pierre. C'est vrai. Ben oui, absolument. Moi aussi, sûrement, il m'a coincé à jouer. C'est ça. Tu sais, dans un coin sombre, hey, tu veux-tu jouer à Dixit? Oui, fait que, tu sais, c'est certainement des amis que ça fait un petit bout que j'ai pas vu, mais que je garde quand même des belles mémoires de toutes ces expériences-là qu'on a vécues ensemble. Ben, je pense qu'on parle souvent du fait que comme, les jeunes, quand ils vont au tournoi, ils revoient des joueurs dans d'autres équipes qui ont peut-être pas vu depuis le dernier tournoi, quelque chose comme ça. Oui. Mais c'est aussi comme ça pour des adultes qui sont au tournoi. Ben oui, Tu sais, là, exactement. Moi, je vois rarement Guyane dans la vie jour le jour. On vit tellement loin l'un de l'autre qu'on Ben n'a pas oui. vraiment l'occasion de se voir. Mais là, on se voit comme que les jeunes voient les joueurs de Ouais. les autres équipes. C'est comme, ah, hey, c'est Guyane, comme, hey. Ça garde ces amitiés-là en vie. Ben oui, exactement. Puis même ceux-là où est-ce que j'ai pas d'expérience personnelle en dehors de l'impro avec, ça devient quasiment des amis de facto parce que tu sais, t'es entraîneur, tu vis les mêmes situations, tu les vois comme 3 fois par année dans des extrêmement belles situations, puis t'es séquestré dans une école pendant une fin de semaine de temps tout ensemble. Fait que tu sais, c'est aussi d'autres entraîneurs que tu vis un peu les mêmes expériences avec, malgré que je pense que je suis le seul qui a vécu l'expérience des 50 nuggets personnellement. Mais comme, ils ont des expériences, je suis sûr que tout le monde a des expériences de ce style-là qu'ils peuvent raconter à un moment donné. Fait que, tu sais, on a toutes des expériences similaires, si même pas les identiques. Une dernière question sur le coaching vient de Nathalie Gauguin. Oui. Parce que je pense pas qu'on l'a vraiment dit. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach? Parce que tantôt, on a fait comme, soudainement, il est coach. Mais, pour devenir coach d'une école qui n'est pas la tienne en plus, comme comment ça s'est arrivé? Si tu veux dire du point de vue technique, j'ai croisé Gabriel Robichaud à un moment donné, puis j'ai fait « Hey, tu coaches-tu Mathieu Martin cette année? » Puis là, il a fait « Non. » Puis là, j'ai fait « Ah, je pourrais-tu coacher Mathieu Martin? » Ok, ben, fait que t'avais une envie de faire ça. Oui, c'est moi qui ai reaché out, puis qui a fait « Hey, je peux-tu coacher? » Du côté plus motivation personnelle, j'ai commencé l'impro plus formellement en 2004, puis pendant tout ce temps-là, j'ai vu beaucoup de monde mettre énormément d'efforts dans un spectacle où est-ce qu'ils étaient pas la vedette, puis je trouvais ça extrêmement intéressant, ce côté-là de l'affaire. Alain Degrasse qui entraînait puis qui a créé la Ligue d'improvisation Chaleur mettait tellement d'efforts dans tout ça, puis il faisait son choix en tant qu'arbitre, mais c'était nous autres les joueurs qui jouaient les improvisations, puis tu sais, t'avais des gens qui venaient arbitrer puis qui organisaient la licume puis qui faisaient des choses comme ça. Tu voyais les autres entraîneurs qui étaient là pour supporter les jeunes puis je les regardais aller. Moi, je jouais mes improvisations puis j'avais tout le temps cette arrière-pensée-là de comme, je profite de ceci, mais comme je contribue pas vraiment. C'était un genre de je veux donner plus que qu'est-ce que je suis en train de faire présentement. Fait la prochaine étape naturelle était de devenir entraîneur. Fait que c'est comme là mon introduction à comme les autres rôles de l'arène improvisatoire. Après entraîneur, ben tu peux pas être dans le milieu improvisatoire pendant un certain temps puis pas faire quasiment toutes les tâches qui est demandé de toi. Tu sais, arbitre, statisticien, MC, juge de ligne. Puis là, finalement, pour commencer l'imprévu en 2017. 2017. Ouais. Ok. C'est un peu ça, je me demandais si la motivation de créer l'imprévu était la même, de comme créer, de redonner Oui. parce que t'as jamais vraiment joué dans l'imprévu, right?
ici et là, mais c'était des exceptions plus que la règle. C'est une question que Marc-Samuel Larocque m'a posée cet été, honnêtement. Il s'est installé là puis il a fait « Pourquoi tu fais ça, David? » Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui. Dans le fond, c'est la même question de comment t'as commencé l'impro. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? C'est que, explique-toi. Non, puis là, j'ai littéralement pris 2 semaines avant de lui répondre, puis j'ai fait comme, c'est un peu ma façon d'ordonner un monde que j'avais pris beaucoup de, puis que je voulais, pas rembourser mes dettes, mais être capable de permettre à d'autres gens de vivre un peu les mêmes expériences que moi j'ai vues. On n'a pas vraiment parlé de l'imprévu à l'émission avant, pas en profondeur. Okay. Parle-nous de cette ligue-là comme si on venait d'arriver, là. Comme si vous veniez d'arriver. Comme si on était des auditeurs qui, peut-être, n'ont jamais eu l'expérience. Donc, 2017 voit la création d'une nouvelle ligue dans le Grand Moncton qui s'appelle l'Imprévu. Cette création de Olivier Rioux et Sébastien Landry et David Saint-Pierre se veut une ligue d'improvisation pour les gens qui n'avaient pas de ligue ouverte où jouer dans le Grand Moncton. Donc, c'est vraiment venu on réalisait qu'il y avait un talent d'improvisation dans le Grand Moncton, il y avait un désir de jouer, il n'y avait pas de ligue. Fait que nous autres, moi j'avais eu l'idée de créer une ligue, puis il y avait Olivier Rioux puis Sébastien Landry qui étaient aussi intéressés de créer une ligue. Fait qu'on a rassemblé nos efforts puis on a tout créé ça ensemble. Fait que à mesure que ça avançait, j'accumulais un peu les tâches ici et là. Par la 2e saison, j'étais rendu l'arbitre en chef. Je faisais un peu de tout ce qui était demandé de moi de cette ligue-là. Puis c'est vraiment une ligue qui était pour n'importe qui voulait venir aux auditions, s'essayer, puis jouer de l'impro pendant l'été, était capable de venir. Parce qu'on peut facilement perdre des adultes. Oui. Une fois, s'il n'y a pas de classe à jouer, au moins ponctuellement. Oui. Des fois, ils move on, puis ils n'ont pas l'opportunité de vraiment continuer leur cheminement. Ben, tu sais, c'est un peu l'effet de comme la vie prend son cours. Tu sors de l'université, il y a pas de place pour jouer de l'improvisation, fait que tu vas pas faire de la place dans ta vie pour jouer de l'improvisation. Fait que là, si tu peux avoir une continuité après l'université, comme tu passes de la licume jusqu'à l'imprévu, puis ça reste quand même une habitude de comme je fais du temps le jeudi soir pour venir jouer mon match à l'imprévu, puis je garde l'impro dans ma vie versus comme 10 ans plus tard, ben tu sais, t'as des enfants puis t'as plus de place. Ben, je pense que souvent on blâme ça, on dit la job, les enfants, parce qu'ils ont plus le temps de le faire, puis on a vu des groupes de joueurs disparaître à cause de ça, mais en réalité, il y a un espace là entre l'université puis ce moment-là qui est dans ta trentaine maintenant. Oui. Où est-ce que tu décides de fonder une famille? Tu peux pas jouer de l'impro entre 22 puis 35, là. Ouais, ça casse les habitudes complètement. C'est ça, là. Qu'en réalité, tu peux. Ça fait que la LIA était, comme, servait à ça dans un certain moment à Moncton, etc. La Ligue sert à ça dans le Nord, certainement. La LIA. La LIA maintenant. Dans Restigouche. Fait il y a du monde, une fois que leurs enfants sont vieux assez, là, ils peuvent retourner au jeu. Tu sais, il y a un moment où c'est plus difficile. Et puis là, ils sont stressés parce que ça fait longtemps qu'ils ont pas joué. Oui. Mais il y a tout le moment entre scolaire, universitaire, puis ce moment-là où ce que là tu fondes une famille, là, tu sais. Il y a un temps là entre ces deux-là où ce que t'es dans un limbo à moins que t'aies une place à jouer. Ben oui. C'est drôle actually parce que quelqu'un m'a demandé, quelqu'un qui ne joue pas de l'impro m'a demandé quand c'est qu'il fallait que j'arrête de jouer de l'impro. On a demandé ça à toi? Ouais. Mais Je comme pense qu'on est les pires à qui demander. comme la question était comme quand c'est que tu age out. C'est ça. Ben, c'est ça qui est le truc. Comme un joueur de hockey ou quelque chose? Oui, parce que c'est clairement c'est une personne sportive là, comme je sais pas trop que je connais pas bien la personne là, I don't know. Mais ouais, il y avait comme un élément de comme ben là, à un moment donné, quand tu fais 30 ans, t'es plus aussi bon, t'es aged out, arrête. Ben, je pense que tes facultés mentales peuvent affaiblir. Oui. Mais ça veut pas dire que tu peux pas jouer de l'impro. Non. C'est ça, je pense que l'impro est un peu dans une situation unique dans ce sens-là, parce que, tu sais, le hockey, éventuellement, faudrait que t'arrêtes parce que t'es trop vieux, malgré que, tu sais, c'est en des gros guillemets, ça, je veux dire, il y a d'autres ligues qui sont pour les gens un petit peu plus vieux, puis Ouais, des choses tu comme continues ça. à jouer plus récréativement. Ouais. Mais il y a plusieurs joueurs qui continuent à jouer comme dans leur trentaine, dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine même, puis que ça continue à évoluer, puis à changer, puis à rester intéressant. Comme il y a certainement une façon de le faire. Comme je pense qu'il faut qu'il y ait une réinvention du jeu à un moment donné, il faut quand même que tu travailles tes outils. Ouais. D'habitude, t'es encore jeune. Ouais.
relatif à ma perception. Oui, mais mes genoux sont pas d'accord avec ça. Mais... Ah, non, ouais. Imagine les miens. Oui. Mais l'idée, c'est, oui, il y a le côté physique, mais c'est un jeu de tête. Hein. Oui. Puis oui, tes facultés mentales, tu ralentis avec le temps. Puis il y a des joueurs qui ont essayé de revenir au jeu puis qui ont senti, c'est pas comme quand j'avais 20 ans. Oui. Non, sauf que ce que t'as perdu en vitesse, ou en tout cas ce que tu penses que t'as perdu, t'as aussi gagné en expérience de vie. T'as tellement plus à raconter. Mm-hmm. Donc, ton jeu devient plus profond, même si t'es moins comme coup de punch, là. Puis l'affaire, c'est que, comme, il y a du monde qui ont comme 80 quelques années, puis ils sont still comme en train de jogger des marathons, là. Ben oui. C'est comme, l'affaire, c'est que c'est comme, si tu gardes tes outils aiguisés. Oui, mais peuvent-tu backpuncher? Non, ils ont trop mis l'attention sur le jogging, là. Mais comme, je pense que c'est comme si tu te mets en forme dans le sens impro, un petit peu, comme, tu sais, là, tu te remets dedans, tu le mets en pratique, tu pratiques régulièrement, oui. tu sais, comme, beaucoup de ça revient, ou ça prend une différente forme parce que t'es une différente personne. Oui, exactement. Puis, s'il y a des gens qui considèrent revenir au jeu, qui nous écoutent présentement, puis qui ont peur de faire des mauvaises impros, ben, surprise, 90% de mes impros sont mauvaises, même à ce jour. Fait que c'est pas un problème, guys. Vous allez faire des mauvaises impros, peu importe. On se souvient juste du 10%. Oui, qui était au top. C'est ça. Je sais pas, j'ai pas senti que, comme là, t'as joué au Zeb cet été. Oui. Avec les fraisinettes, là. Oui. Les fraisinettes! Il y a deux équipes que j'appelais les fraisinettes parce que Barry's Bunch avait des fraises, il y avait des baies, des berries sur leur chandail. Fait que les autres auraient pu être les fraisinettes parce que quelqu'un avait une fraise, mais vous autres aviez un chandail qui était d'une couleur rose. Bright, là. Oui. Fait que je vous appelais les fraisinettes parce que je ne vais jamais me souvenir de choix esthétique. Choix esthétique. Mais j'ai pas senti que comme 90% des impôts étaient mauvaises. Ouais, moi je suis en désaccord, là. Je dirais que 90% de nos impôts étaient pas mauvaises, mais qu'est-ce qu'on se souvient de ce tournoi-là? On se souvient pas mal juste des vraiment bonnes impros qu'on a jouées. Il y en a des moins bonnes que d'autres, puis ceux-là, comme on les a mis de côté, comme ils sont déjà gone dans ma mémoire. Puis je me souviens juste de comme l'impro où est-ce que j'étais un intervenant scolaire qui parlait de la marijuana, qui était un de mes highlights de la fin de semaine. L'impro où est-ce qu'on avait un impro généré par une intelligence artificielle où est-ce que... C'était super bon. Oui, très ça bon. C'était... j'adorais ça. Puis ouais. Impro, catégorie feu, choix esthétique. Ça, c'était cool. Vraiment bon. Mais on se souvient-tu de l'autre catégorie feu? Non. Oui, parce qu'on en a eu 2 fois, nous autres. Oui. Ouais, sens-tu, ça c'est quelque chose que j'aime demander aux gens qui ont joué dans la clique. Sens-tu que pendant la pandémie, on s'est trouvé des occasions de jouer autrement, mais aussi dans un différent Format. On n'était pas appelé à faire les mêmes sortes de choses ou à traiter l'impro de la même façon. Là, après ça, t'as joué et tu continues à jouer. Oui. Post-pandémie, si on peut appeler ça comme ça. Pandémie est encore avec nous, mais post-lockdown. Oui. Ok, c'est peut-être mieux de dire ça. Post-lockdown, là, tu joues, tu joues dans l'IO, ça se peut-tu? Oui, je joue dans la LIO, ça commence le 26 octobre. Ok. Tu joues dans l'IO, t'as joué dans la Ligue cet été, t'as joué aux Zèbres d'Or cet été, évidemment impliqué dans l'imprévu cet été. Donc, tout est revenu au jeu, t'es dans des spectacles. Ça t'en a mentionné un tantôt. Oui. Sens-tu que l'expérience en ligne a comme changé ton jeu, ajouté des choses à ton jeu, enlevé des choses à ton jeu? As-tu senti une inspiration, mettons? Je pense que l'impro en ligne était extrêmement intéressante. Il y avait pas ce feedback-là de la foule, où est-ce que tu fais un punch sali, puis si tu l'entends dans tes oreilles. Mais il y avait d'autres choses que tu étais capable de faire, où est-ce que tu étais capable de plus travailler avec les autres, être moins distrait, parce que tu sais, éventuellement, quand t'es en train de faire ton impro, puis là, il y a un gros rire, puis là, l'impro prend une pause de 3-4 secondes pour que le rire arrête. Mais là, c'était vraiment plus comme, hey, on est en train de construire quelque chose, on prend pas nécessairement de pause parce qu'on n'attend pas ces démarches-là. Puis aussi, il y a tout l'aspect technique de la chose, où est-ce que, je sais pas si tu sais, mais moi, j'aime beaucoup jouer avec le format de l'improvisation, puis fudge around un peu avec. Tu sais, comme jouer avec l'arbitre, puis tu sais, comme jouer juste sur le bord des règles ou en dehors des règles ou quelque chose qui couvre pas des choses comme ça. Puis une de mes grosses idées pendant toutes ces choses-là, c'est que j'avais littéralement mon Wii de connecter à mon ordinateur à travers un système de caméra parce que je faisais du streaming, fait que j'étais capable d'avoir tout ça d'intégrer super facilement. Fait que je voulais comme la phase de Mario avant Super Mario 64 que t'es capable de jouer avec. Je voulais faire un impro avec ça. Où est-ce que je faisais la voix de Mario, mais je faisais bouger la voix avec une manette que j'étais en train de jouer avec. Mais ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé, j'ai pas eu la chance de le faire. Mais j'avais la Wii de près, j'avais la game de loader, puis j'étais prêt, j'avais juste besoin de cliquer un bouton pour ça switchait à la face de Mario.
c'est automatique, mais j'ai jamais eu l'occasion de le sortir pendant un match, malheureusement. Ben, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi. C'est le free-for-all, mais aussi le préparation qui vient avec jouer en ligne. Ouais. C'est comme ça change la façon qu'on dirait que tu réfléchis avant un match. Comme on dirait que t'as plus tendance à comme regarder autour de toi puis voir ce qui arrive puis comme kind of te voir de l'extérieur plus. Que si tu joues juste sur scène, mais aussi il y avait tellement beaucoup de bris de règlement qui étaient permis que ça te donnait comme beaucoup plus de flexibilité. Exact. Puis ces deux choses-là sont comme on dirait contradictoires, mais qui sont vraiment intéressants comme ensemble. Oui, c'est ça. Ben c'est vraiment comme comprendre pourquoi la règle est là, puis comprendre comment la briser de façon élégante comme ça, que tu parais pas comme un imbécile. Dans mon jeu par après en personne, je pense que j'avais peut-être une approche un petit peu plus posée à toutes ces choses-là, comme ça me faisait reculer un petit peu plus puis voir le jeu d'une façon légèrement différente, je dirais. Ouais, est-ce que j'allais moins chercher le rire, mais les rires que j'allais chercher étaient un petit peu plus posés puis un petit peu plus intéressants. Question est claire? Oui, vas-y. Donc, Dave Doucette, que tu as mentionné tout à l'heure, un ancien coéquipier. Oui. Peux-tu nous parler de tes grandes prouesses à l'Open de Rimouski? Alors, peut-être que ça, c'est humiliant, je sais pas. Non. Okay. L'Open de Rimouski, c'était des belles mémoires que j'ai de beaucoup de gens. C'était un petit peu plus une fête que les tournois habituels. C'était vraiment, on sortait de la province, puis c'était quand même bien arrosé, mais j'ai quand même joué des vraiment belles impros de ce côté-là, dont une où est-ce qu'on était en train de travailler sur des personnages. Puis j'ai vraiment sorti un personnage qui était vraiment outré, qui criait littéralement toutes ses lignes à la foule. Puis c'était vraiment juste un reportage où est-ce que c'était anodin, mais vu le fait que comme j'étais là en avant de la foule en train de crier de toutes mes forces, toutes mes lignes, ça m'a fait un contraste très intéressant, un succès, un checkmark de ce côté-là. J'ai aussi un autre mémoire qui vient de m'arriver où est-ce que on faisait un genre d'histoire de pêche. Puis j'étais littéralement le dernier à passer, puis tu sais, j'ai vraiment été fort, puis je m'ai vraiment lâché là. C'était genre un blind date où est-ce que ça commençait, puis c'était doux, puis on essayait de se shower off, puis tout ça, mais à mesure que ça avançait, c'était un petit peu plus agressif, puis moi je finis, puis je fais comme tiens, voici mon prix Nobel, puis j'échappe ça sur la table, puis des choses comme ça. On a eu beaucoup de plaisir. Frédéric Guittard demande comment tu trouves ça jouer dans des ligues multigénérationnelles, fait que la Lio que tu vas bientôt jouer. Est-ce que tu te trouves out of touch ou ça te ravigore jouer avec des jeunes passionnés de la nouvelle génération? C'est certainement des expériences très intéressantes. Il y a beaucoup de jeunes qui te regardent puis qui te font confiance immédiatement vu que tu as beaucoup d'expérience, puis c'est peut-être une erreur de la part de ces jeunes-là, mais ben, ça que je dirais, c'est que c'est extrêmement intéressant de voir des jeunes qui viennent de commencer le jeu puis de être capable de travailler avec ces personnes-là, de voir comme, tu sais, il est vraiment sharp sur ces choses-là puis d'être capable de jouer sur ces forces-là. Puis aussi, en même temps, tu sais, j'ai déjà joué dans des ligues intergénérationnelles à use que j'étais le plus vieux puis à use que j'étais le plus jeune aussi. C'est vrai. Fait que, tu sais, de jouer avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, de les voir se débrouiller dans des improvisations, de faire comme, OK, il a fait ce choix-là à ce point-là pour arriver à ce point-là. Éventuellement, ça te fait vraiment montrer comment certaines personnes voient l'impro, comment il y a une trajectoire, puis comment est-ce que, tu sais, ça développe les skills d'improvisation parce qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas que regarder de l'impro développe beaucoup les capacités d'impro, presque autant que actually jouer de l'impro. Un commentaire vraiment intéressant que j'ai eu cet été, honnêtement, de Geneviève Comeau qui jouait avec moi à la Ligue. Elle nous a regardé après un match, moi et Jonathan Bob Savoie, puis elle nous a dit, c'est le fun, il y a des fans aux impros. Puis ça m'a fait réaliser que comme c'est pas un given pour beaucoup de gens que tu sais ça arrive à une fin de l'improvisation, tandis que moi puis Jonathan, tu sais on a ce réflexe-là de comme tu vois l'arbitre du coin de l'œil qui fait 30 secondes, puis là tu fais comme OK, on s'enligne vers la fin, puis là 5 secondes, puis tu fais ton punch de la fin. J'aime la façon que tu le dis parce que pour beaucoup de jeunes, surtout, ils essayent de figurer la fin dans le caucus. Oui. Puis là ils essayent de driver à une fin, puis là ils arrivent à une fin beaucoup trop vite souvent, tu sais parce que c'est artificiel. C'est quand ce que tu sais à peu près comme le temps qui passe, ou tu sais que soit le signe de l'arbitre ou que tu as juste un chronomètre interne. Puis là la fin est organique, c'est comme OK, ben ça prend une fin ou ça prend une terminale là, pas une qu'on a pensé avant, mais une qui se suggère par ce qui vient de se passer. Oui. D'accord. Jean-Louis un autre? Oui. Mathieu Lewis? Oui. Lui demande qu'est-ce que tu trouves plus facile à gagner? Joueur le plus sympathique ou une game de clous?
Encore des board games? Encore une board game, mais aussi... Oui, c'est un thème récurrent dans ma vie, les board games. Je pense que je devrais peut-être expliquer le commentaire de Clue. J'étais en train de jouer une game de Clue avec Ricky Godin et Mathieu Lewis et un autre de nos amis. La partie commence... Ricky est le premier à jouer, fait son tour. Moi, je suis le deuxième à jouer, je fais mon tour. Je suspecte, puis là, je nomme un personnage d'une salle puis un item. Personne une carte, ouais. Personne a une carte. J'avais gagné la game, puis il y avait pas personne qui avait eu, il y avait pas tout le monde à la table qui avait eu son premier tour, donc. Après cette partie-là, maintenant, Mathieu Lewis et Ricky Godin refusent de jouer à Clue avec moi. J'accuse trop vite. Donc, les deux me viennent naturellement, c'est ce qu'on peut dire. Ok. Il y a pas vraiment de facilité parce que j'attire juste ces choses-là automatiquement. C'est-tu quoi que t'aimes être un joueur sympathique? C'est-tu quelque chose que tu te vois comme ça? Ben, je pense que c'est quelque chose que je suis fier de recevoir à chaque fois. Ça fait quelques années que j'en ai pas reçu, mais ça me dérange pas vraiment. Parce que, tu sais, au début de ma carrière, c'était rendu un running gag qu'à chaque année, j'en recevais un. Puis, je pense que j'en ai reçu comme 4 ou 5 de la lique, quelques-uns de la licume. J'ai encore des toiles à quelque part chez nous. Puis, à chaque fois que je le recevais, c'était quelque chose qui me faisait chaud au cœur. C'était vraiment quelque chose que t'essayes d'être le plus accommodant puis le plus sympathique. Puis, t'essayes d'être ami avec tout le monde parce que, tu sais, chaque personne dans la vie a quelque chose à t'apprendre. Puis là, de voir cet effort-là être reconnu, c'est super. Joël Martin demande pourquoi t'es jamais d'accord avec moi pis Marc quand on parle de snacks? T'as lu cette question-là? Oui. Oui, absolument. Fait que, je veux dire, moi, je suis pas d'accord que les pepperettes sont le snack ultime de road trip. Moi, je pense que quelque chose d'un peu plus sucré et plus approprié. Tu drives un tournoi. Oui. Qu'est-ce que les snacks que t'amènes? J'apporte, s'il y a des Sour Skittles, c'est probablement ça. Comme mon Sour Skittles est mon go-to, qui se fait rare de ces temps-ci, mais des Sour Patch Kids, comme alternative, ça hits the spot. Allez au site web de Improvisation Nouveau-Brunswick et Ben oui, là, sous l'article de ce podcast, marquez c'est quoi vos snacks pour votre quand vous drivez un tournoi. Absolument. Ben là, faut que tu nous écrives un article de blog, le top 5. Attends, veux-tu peut-être faire une émission spéciale juste là-dessus? Oh! Oui, ben, je veux dire, moi puis Marc puis Joël, on a déjà eu un 3 heures où est-ce qu'on a fait toutes les snacks qu'on pouvait imaginer puis on a fait des évaluations de chacun. Puis ça faisait de la recherche, là. Ça a presque fini où est-ce qu'on avait plus d'amis dans la salle. Okay. Le monde prend ça au sérieux? Oui, absolument. Mathieu Lewis demande, comme il est un musicien, qu'est-ce que tu joues? Je joue de la guitare, de la trompette, puis du violon, puis de la batterie plus dernièrement. Alors comment joues-tu avec la musicalité? C'est une question intéressante. J'ai écouté un vidéo YouTube à un moment donné où est-ce que je pense que ça exprimait ce que je dis, l'idée de la façon la plus claire que je l'ai entendu. Je pense que c'était Billy West ou quelqu'un comme ça qui disait que quand tu fais un personnage, quand tu fais la voix d'un personnage dans un dessin animé, il y a tout le temps une genre de cadence de comment la personne parle. Ou est-ce que comme, si t'entends juste comme quelqu'un marmonner dans le style de Homer Simpson, t'es capable de dire, ça me rappelle Homer Simpson d'une façon ou d'une autre. Fait que, tu sais, quand tu développes ton oreille à écouter ce genre de choses-là, éventuellement tu réalises que comme ça peut être utilisé juste pour comme construire un personnage de façon plus efficace puis d'avoir quelque chose qui puisse transmettre à la foule. Pas nécessairement à travers ce que tu dis, mais comment tu le dis. OK, là, on a la question la plus populaire. Oui. OK? Éric Lavoie, Nathan Dimitrov, Dave Doucette, Jonathan Bob Savoie et de nombreux autres ont tous demandé cette question ici. Oui. D'où vient la phrase « Tout le monde sauf Saint-Pierre » ? OK. Donc, partie de poker, lorsque j'étais encore au secondaire, il y avait beaucoup... C'est presque un jeu de société, ça. C'est quasiment un jeu de société. Des cartes? Autour de la table, on avait plusieurs improvisateurs, plusieurs non-improvisateurs. On avait Jeffrey Poirier, Dave Doucet, je pense, qui était là, Alain Degrasse qui était là. J'étais en train de jouer aux cartes, puis j'avais probablement le moins d'expérience parmi tout le monde à jouer au poker, puis je sais pas si je devais dire ça, mais on jouait à l'argent, c'était 5 piastres, fait que c'était pas si grave que ça, mais comme j'étais en train de jouer puis tout ça, puis Alain Degrasse va all-in, puis je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il bluffait à 100%. Ben oui, ça allait. J'aurais pu te dire ça, puis je connais rien là-dedans. Puis j'avais une main correcte, fait que là je le call, puis on flippe nos mains, j'avais raison à 100%, je gagne, puis lui il se fait kicker out de la game. Pendant cette game-là, je suis le plus fendant que je peux être.
Comme je le frotte dans la face à tout le monde à chaque fois. Ok. Fait que la même personnalité que quand je te vois jouer des jeux vidéo avec Marty. Oui, okay. Exactement. Le trash talk fait partie de la game. Le trash talk est dans la... Ok. Fait que là, j'ai tellement bien fait mon travail de trash talk que par la fin de la game, Alain qui était sorti ça fait longtemps mais qui rôdait autour de la table fait comme savez-vous qui est-ce que je veux qui gagne cette partie-là? Tout le monde sauf Saint-Pierre. N'importe qui sauf Saint-Pierre. Fait que là, comme c'est devenu le running gag après ça de tout le monde sauf Saint-Pierre au point que j'ai reçu un prix de la Ligue d'improvisation Chaleur cet été-là. C'était juste un chandail qui disait tout le monde sauf Saint-Pierre. Oui. Belle histoire. C'est fantastique. Oui. C'est fantastique. Ben, merci tout le monde qui a posé la question. On va prendre une pause. Hein? Ben oui, sure. OK, une légère pause. Ok. Pas une pesante, une légère. Et au retour, on parle de vérité avec David Saint-Pierre. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et David Saint-Pierre. Bonjour. On parle du 5e pilier de l'improvisation, Oui. la vérité. Première question. Oui. Faudra définir qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Parce que j'ai même eu une conversation ce matin avec un collègue d'improvisation. Alors, c'est ça votre sujet? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça dans un contexte où on a vu des impros là en masse dans nos vies? Oui. Quand tu joues à un saumon qui travaille dans un office, là, où est la vérité, tu sais? Oui. Donc, je pense qu'il y a une différence entre vérité et réel, ça, Oui. premièrement. Est-ce que vérité, on veut dire authenticité, d'une façon comme, tu sais? Mais je pense pas que c'est juste ça. Qu'est-ce que c'est pour toi, David? Selon moi, la façon la plus simple que je l'ai de l'expliquer, mais qui est pas vraiment simple, c'est la vérité, c'est n'importe quel élément d'une improvisation qui ground l'improvisation dans la réalité, selon moi. Dans la réalité ou une réalité? Dans une réalité, je dirais. Donc, ça peut être exploré de plusieurs façons différentes. Donc, selon moi, ça peut être exploré de façon histoire, de façon mise en scène et aussi de façon personnage. On va parler de histoire en premier. La vérité dans l'histoire, d'après moi, c'est tu regardes une histoire, puis si tu sautes du coq à l'âne, si tu passes d'une affaire à l'autre, trop rapidement sans donner trop de détails, ça te manque peut-être de vérité là. Fait que moi, je faisais un exercice avec mes jeunes lorsque j'étais entraîneur où est-ce que on faisait une improvisation, t'avais 2 jeunes qui commençaient une improvisation. Puis lorsqu'il y avait des choses qui arrivaient, que ça ralentissait un peu, je posais l'impro puis je regardais les jeunes puis je fais qu'est-ce qui est la suite logique des événements ici? Pour essayer de leur faire penser comme qu'est-ce qu'étaient les éléments que l'improvisation a apportés. Puis ensuite, où est-ce qu'on va de là? Qu'est-ce que ça nous suggère ces éléments-là? Comme suite logique de l'improvisation. Donc, pour moi, ça, c'était un exercice de vérité où est-ce qu'on était en train de regarder une improvisation. Puis de penser comme, OK, on a 2 personnes qui sont sur le bord du chemin, puis leur char est manqué. Mais si tu bases ça entièrement dans la vérité, comme 90% du temps, tu vas avoir du réseau de cellulaire, mais pour les bienfaits de l'histoire, ils n'ont pas de réseau de cellulaire. Souvent, tu vas avoir plein de maisons autour, mais pour les bienfaits de l'histoire, il y a juste une maison, puis elle est vraiment creepy, puis tout d'un coup, on est dans une histoire d'horreur. Donc, la vérité du côté histoire, il y a un certain ballon à être atteint de ce côté-là, où est-ce que tu veux que l'histoire soit vraisemblable, soit réaliste, comme tu veux que l'histoire ait une ligne directrice, où est-ce que les éléments initiaux que t'apportes puis les éléments subséquents s'enchaînent d'une façon que ça soit logique, ton histoire. Mais... En dedans de cet univers-là que t'as créé. Parce que exact. C'est ça l'affaire. C'est aussitôt que tu dis le mot histoire, tu parles de fiction. Aussitôt que tu parles de fiction, tu parles pas... Tu sais, là, il y a des choses qui arrivent dans des films, à la télé, dans un livre, qui arriveraient pas dans la vraie vie. J'ai pensé beaucoup au concept de la vérité dans le sens d'une histoire cette semaine pour préparation pour le podcast, puis je me suis souvenu de la première histoire que j'ai ever écrite. La première histoire que j'ai ever écrite. Donc, j'ai hâte de voir comment cohérent c'est. Non, Mike, c'est cohérent à 100%, comme 10 sur 10, là, tu peux pas argumenter avec la cohérence de cette histoire-là. Donc, j'avais peut-être 5 ou 6 ans. Mon rituel de coucher, c'était que je me couchais dans mon lit, puis là, soit maman ou papa venait me lire une histoire à partir de ce gros livre d'histoire-là, rouge, qu'il tournait une histoire habituellement, c'est les 3 petits cochons. J'étais un gros fan de cette histoire-là. Alors, c'était mon père qui lisait cette soirée-là, il m'a lu les 3 petits cochons, puis là, il ferme le livre, puis là, je peux-tu avoir une autre histoire? Puis là, il fait... Pourquoi toi tu m'inventes pas une histoire? Fait que là, comme j'ai dit, OK, je vais faire ça. Il était une fois une coccinelle qui voulait aller à la maison. Puis là, elle s'est rendue à sa maison. L'affaire.
Puis même à cet Bonne âge... nuit. Bonne nuit. Fait que cohérence 100% de cette histoire-là. Tu peux pas argumenter contre ça, mais comme même à cet âge-là, je réalisais qu'il manquait de quoi à cette histoire-là. Il manquait du spice. Ouais, le milieu peut-être. C'est ça, oui. Il y a certainement des éléments qui suggéraient comme c'est la forme la plus de base d'histoire, comme t'enlèves le milieu puis t'as les deux tranches de pain qui se collent ensemble. Mais c'est comme... Ensuite de ça, tu prends cette base d'histoire-là puis tu fais comme, OK, il faut rendre ça intéressant d'une façon ou d'une autre. Fait que là, comme tu regardes dans le contexte de l'improvisation, qu'est-ce que tu veux construire? Veux-tu construire une improvisation d'action? Ben là, la coccinelle rencontre des mafiosos, puis là, elle en tue 300, puis là, elle se rend à la maison. C'est-tu une histoire d'horreur? Ben là, la coccinelle, comme, se retrouve, il y a plein de zombies, puis là, elle se rend à sa maison. Dans le contexte de l'histoire, comme, il faut que tu ajoutes un petit peu de spice, certainement, pour... Mais ça, c'est aussi des histoires d'un enfant troublé. Oui, absolument. Mais ça me fait poser une question. Est-ce que t'es en train de dire comme ça que la vérité est pas nécessairement intéressante sans quelque chose d'autre? Non, c'est plus comme t'es capable de manipuler les éléments d'une histoire pour construire quelque chose de vraiment spécifique. Comme tu peux suggérer un style d'histoire, tu peux suggérer une histoire d'horreur en jouant avec les manivelles un petit peu, tu sais. Parce que ici, ce que t'appelles la vérité, c'est le synonyme serait la cohérence. La cohérence. Tu sais que cette histoire-là fait du bon sens en dedans de son ton, que les événements, les incidents se suggèrent organiquement. Oui. C'est vrai parce que ce que je suis là, il n'y a pas à un moment donné une artificialité d'un joueur qui rentre par rapport, eux qui essaient de pousser l'impro dans un certain coin, que ça allait pas du tout. Quand on parle de vérité, entre autres, je pense que c'est plus large que ça aussi, là. Oui. Comme t'as d'autres étapes. Plusieurs éléments, oui. Une des parties de la vérité, c'est être vrai à ce que t'es en train de raconter. Exact. Comme c'est encore ce qu'on dit souvent, comme faut être au service de l'impro. C'est ça. Puis pas de son propre ego, là. Oui. Les éléments que t'as apportés suggèrent une fin logique ou suggèrent une suite de péripéties qui apportent à une fin. Puis ouais. C'est ta job de comme... Parce qu'on le sent, le public le sent sans peut-être mettre le doigt dessus, oui. mais ils sentent quand c'est beaucoup ça la vérité en termes de grand parapluie. Qu'est-ce qui va toucher le public? Comme le public s'investit quand c'est vrai. Oui. Quand c'est pas vrai, ça les chicote. Là, ils trouvent les trous dans ton histoire. Là, ils arrêtent d'écouter peut-être parce que j'accroche pas. Mais t'accroches à la vérité parce que la vérité est supposée te parler. Puis la cohérence fait partie de ça. Exact. Fait que ça, c'est, selon moi, la vérité dans le contexte d'une histoire. La vérité du côté un peu plus mise en scène, c'est comme t'es capable d'établir des espaces puis des choses comme ça. Puis ça, c'est certainement quelque chose qui peut fitter dans le concept de la vérité aussi. Respecter que t'as créé un objet puis là, il existe dans le monde d'improvisation, même s'il est pas physiquement là. Que les gens sont pas capables de le voir. Si t'es capable de, comme t'as un chandelier puis tu le déposes sur l'arène puis là quelqu'un d'autre vient ramasser le chandelier puis il marche à travers un couloir noir, ben tu sais, ça apporte des éléments que les spectateurs sont capables de faire. Ah oui, je sais exactement qu'est-ce qu'il fait parce que ses images sont claires puis on a déjà établi cet élément-là. Fait que ça, c'est comme une vérité un petit peu plus technique, certainement, mais quand même une vérité qui peut apporter quelque chose d'intéressant à l'improvisation parce que ça peut apporter des éléments que t'établis que tu peux faire un callback, puis là, le public est capable de se souvenir puis de se sentir intelligent lorsqu'il réalise qu'est-ce que t'es en train de faire avec ces éléments-là. Fait que oui, là, je pense qu'on peut parler de la vérité dans le contexte d'un personnage que je pense qui est probablement l'aspect le plus intéressant de toute cette discussion-là. Moi, j'ai eu un gros déclic à un moment donné où est-ce qu'il y avait la LNI qui est venue donner des ateliers à la LIC. Puis il y a une personne de la LNI, un ateliériste, qui est venue puis qui nous a dit la phrase: si t'es dans une improvisation, puis il y a quelqu'un qui te lance un verre d'eau dans la face, tu es maintenant mouillé. Puis il faut que tu joues ça. T'as pas 5 secondes à prendre une pause, puis à penser à la joke la plus drôle que tu peux faire dans cette situation-là. Tu es maintenant, en tant que personnage, mouillé, puis il faut que tu deals avec ça right now. Fait que là, comme dans le contexte de ton personnage, il faut que tu restes consistant dans tes actions. Tu sais, comme si tu joues toi-même comme en tant que personnage, comme moi, si je me ferais jeter un verre d'eau dessus, mon premier réflexe serait d'aller m'essuyer à quelque part, ramasser un essuie-main puis tout m'essuyer. Si on aurait un personnage qui est un petit peu plus arrogant, un personnage qui est un petit peu plus volatile, ben peut-être que ça serait de confronter la personne qui lui a envoyé de l'eau dessus. Sa réaction la plus vraisemblable dans ce sens-là. Puis tout ça, ça joue, selon moi, dans un parapluie plus grand de vérité. Où est-ce que
ça s'applique pas mal à tous les aspects de l'improvisation dans son concept le plus simple. Quand est-ce que t'es dans une improvisation où est-ce que vous êtes dans la jungle, tu es ton personnage, tu es dans la jungle, il faut que tu agisses de façon véridique dans cette situation-là pour que la vérité soit respectée, puis pour ensuite donner comme un semblant de sens pour que le public soit capable de ressentir que cette improvisation-là fait du sens, puis je vois pourquoi ces actions-là ont été prises, je vois le sens de cette histoire-là. Puis il y a un élément de se reconnaître aussi. Tu sais, comme si ton personnage se fait jeter de l'eau dans la face, puis le personnage réagit d'une telle façon qu'un membre du public aurait aussi réagi comme ça. Oui. C'est moi! Ouais, parce que regarde, je vais lire une petite bribe de mon... j'ai écrit un texte, jadis. Oui. C'est vieux, là, parce que ça date vraiment du forum d'impro, qu'on appelait ImproNB. Oui, puis même sur le blog, je crois que c'est Pré-Incorporation ImproNB. Oui, mais sur le blog, c'est une copie de ce texte-là. Et je dis un peu qu'est-ce que tu dis là. Le vrai, c'est ce détail dans l'impro qui fait un membre du public se dire « Je fais la même chose. Je connais quelqu'un comme ça. Cette invention sur scène, mon bagage personnel me confirme qu'elle est fondée sur des faits. » C'est ça qu'ils se disent? Ben, ce personnage est très robotique, mais c'est plus comme... c'est plus la réalisation, là. C'est ça. Cette invention sur scène, mon bagage personnel me confirme qu'elle est fondée dans des faits, donc vrai. Et ainsi de suite. La vérité, c'est dans quoi le public se reconnaît, et en se reconnaissant dans nous, il s'attache à nous, il s'investit dans notre spectacle, il revient au prochain. Donc, l'idée philosophique derrière la vérité, puis la raison pourquoi on devrait prôner ça, puis pousser ça, c'est que c'est une façon de garder ton public. C'est une façon d'interagir avec ton public. Pourquoi ils rient? Pourquoi ils pleurent? Pourquoi ils ont un malaise? Parce qu'ils reconnaissent de quoi qui les affecte émotionnellement. C'est ça. Comme je pense que c'est vrai que la clé est souvent dans le personnage. Oui. Dans la réaction. C'est ça, comme, disons que tu joues des extraterrestres sur une autre planète, puis là, tu fais quelque chose qui est par leur convention sociale, quelque chose de malaisant. Le public va pas comprendre jusqu'à temps que tu leur expliques, puis même là, ils vont pas comprendre comme comment malaisant que ça peut être pour ces personnes-là, parce qu'ils ont aucun marking social pour comprendre. Ils ont jamais été dans des situations similaires. Ils ont jamais été exposés à t'as mis des extraterrestres dans l'histoire, là? Oui. Mais vraiment, c'est pire que ça. Comme le joueur qui a de la difficulté avec ça. Comme il est un être humain, mais il réagit d'une façon que peut-être qu'il trouve ça drôle, peut-être qu'il trouve ça, je sais pas, qu'il essaie de pousser quelque chose dans l'impro. Mais pour le public, c'est comme, c'est quoi cette réaction-là? Comme, je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez, vous deux, la mode de sous-réaction. Il y a beaucoup de joueurs que, surtout dans les dernières années, je trouve que c'est comme une forme d'humour qu'on voit souvent. Le monde sous-réagisse. Oui. Tu tues quelqu'un, puis ils font comme, ah ben, tu sais, il y a pas de réaction réelle à ce qui se passe. C'est supposé être drôle, parce qu'il y a l'inverse de, on avait trouvé le mot une fois, là. C'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais il y a l'inverse de l'hyperbole, là. Je pense que ça a été beaucoup fait, comme tu dis, dans les dernières années, puis c'est un peu overdone, fait que les gens réagissent moins à ce genre de choses-là, fait que c'est plate un peu, mais je pense que les gens réalisent pas qu'il y a quelque chose à aller chercher dans la réaction réaliste par rapport à cette chose-là. Il y a quelqu'un qui se fait tuer devant toi, puis là, toi, t'es en état de choc, puis tu réalises quasiment pas qu'est-ce qui se passe, puis comme t'es quasiment plus en contrôle de tes actions. Puis là, ça, c'est un espace complètement différent à jouer dedans. Je suis en train de dire ça, puis là, je me souviens immédiatement d'une improvisation que j'ai jouée avec Marc Bernier, où est-ce que j'étais en train de discuter avec Sylvain Bérubé. On était dans une improvisation, on était en train de discuter autour d'un water cooler, on était dans un office, moi puis Sylvain Bérubé, on est en train de boire de l'eau. Marc Bernier arrive, tue Sylvain Bérubé. Puis là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Comme je suis en train de freaker out, puis de juste comme coller Justin, Sylvain, puis faire comme appelle une ambulance le plus vite, juste reste avec moi, puis je suis en train d'essayer de rendre ça le plus réaliste possible, puis là tout d'un coup t'as Marc Bernier à côté de moi qui est en train de dire comment est-ce que je suis en train de passer à travers les 5 étapes. Ok, il devient un narrateur. Live en avant de moi, fait que comme avoir cette situation-là réaliste à côté de toi, je pense, était une façon pour Marc de comme bouncer off de ça, puis on avait les deux éléments dans cette improvisation-là, parce qu'on avait quelque chose de plus réaliste qui était moi qui réagissait de façon réaliste à la mort de Sylvain, puis Marc qui faisait ses jokes par-dessus. Je pense que c'est un bon outil d'humour, dans le même sens que comme avoir une réaction normale, mais beaucoup plus grosse, puis exagérée, c'est aussi un outil de l'humour, comme n'importe quoi d'autre, comme si tu surutilises n'importe quoi. Ça devient oui, mais sans que ça soit sous-utilisé. Mais je pense que les deux sont intéressants parce que c'est quand même une extension d'une vraie réaction, juste soit comme
vraiment comme turn it down beaucoup pour l'humour ou turn it up beaucoup pour l'humour. Ouais. Mais je pense qu'on sous-estime aussi l'humour qui se trouve dans juste comme la directe vérité. Par exemple, deux personnes qui sont sur une première date et que c'est comme vraiment awkward, mais dans une façon extrêmement naturelle puis vraie, comme parce que c'est une situation awkward sur une première date. Tu connais pas la personne. Tu sais pas qu'est-ce qui est comme des sujets comme tu devrais éviter, tu sais pas s'il y a des sujets que tu devrais, tu sais, le demander, t'as pas vraiment comme un barème pour cette personne-là, puis il y a un malaise, puis il y a un awkward. Puis ça, c'est humoristique. Parce que même quand c'est joué comme super straight, là, comme si c'était une vraie date, il y a quelque chose d'humoristique là-dedans, parce que ce malaise-là est reconnu, parce que tout le monde a été dans des situations, des conversations kind of malaisantes, où ils se voient là-dedans, ils voient d'autres mondes qui ont déjà eu des moments de même. Mais aussi, c'était comme genre de tension-là qui est vrai. C'est drôle. Oui. Puis je pense que ça, c'est un outil d'humour qu'on a tendance à oublier. On le sous-estime. En faveur de turn it down ou turn it up. Des vraies réactions. Je me demande si, parce que je trouve que c'est faux de dire ça, mais quand les gens ont commencé à dire que la dramatique, fallait que ça soit vrai. Que ça, c'était l'élément qui faisait quelque chose de dramatique, c'était que c'était du vrai, que c'était une tranche de vie. Les gens commençaient à dire ça pour des bonnes raisons. On avait des impros qui étaient pas dramatiques, qui étaient mélodramatiques, oui. où ce que tout le monde dans leur famille mourait, puis le chien se faisait botter, puis c'est comme... C'est ça, à la place de sous-émotionner, on over-émotionnait. Sur-émotionné, puis c'était pas vrai. Ça filait faux, parce que c'était du mélodrame, parce que c'était juste du monde qui pleurait. Sur le monde a commencé à dire, non, mais gars, pouvez-vous ramener ça à quelque chose de plus vrai, moins exagéré, puis là, on va trouver le vrai drame. Sauf que les gens ont commencé à dire ça comme si c'était la formule, puis là, on a perdu toutes les dramatiques qui se voulaient différentes, qui se voulaient comme pitch à la Shakespeare, pitch le psychodrame, ou ce que c'est juste quelqu'un pris entre deux murs, ou ce que c'est, tu sais, là, ces genres de choses-là, qui ne sont pas tranches de vie, qui ne sont pas dans le réel, mais qui sont pas vraies. Tu sais, là, la vérité, c'est plus grand que juste le style réaliste. Oui. Mais tu sais, en disant le vrai, c'est comme le domaine de la dramatique, c'est comme si le monde se l'ont pas permis dans le comique. Oui, exactement. Oui, puis je pense que il y a un élément intéressant aussi avec le contraste de comme une vraie émotion ou réaction dans un contexte qui n'est pas vrai. So, tu sais, c'est comme si, comme je sais pas, disons que c'est comme une genre d'histoire de comme science-fiction qui est très comme poussée, là. C'est comme un univers qu'on connaît pas, c'est une planète qu'on connaît pas, mais que quelqu'un vit quelque chose qu'on reconnaît ces émotions-là. Je pense que c'est encore plus important de le faire dans ce temps-là parce que tu comprends pas le contexte. Qu'il y a personne qui va faire, ah oui, pareil comme par chez nous. Mais si le personnage a des vraies réactions, ils vont faire comme moi dans cette situation. C'est ça, oui, tu peux connecter avec, je sais pas, le désespoir qui vient que ça, comme la tragédie de la situation, la mort de quelqu'un, comme la menace, l'inconfort. Même le stuff comique, là. Même le stuff, tu sais, là, de trouver quelque chose de fun, d'avoir de la découverte de comme, tu sors de ton astronef puis le pied dans une crotte animale ou quelque chose comme ça, tu fais comme, partout où je vais, je pile dans la marde. Exactement. C'est une situation que comme, c'est absurde un peu, mais tu peux garder ton personnage réaliste, comme tu peux réagir de façon réaliste dans cette situation-là, puis la personne qui te regarde jouer cette improvisation-là peut s'identifier, pas dans le sens qu'elle va être dans un vaisseau spatial puis marcher dans une crotte d'extraterrestres, mais dans le sens que c'est comme ça qu'elle réagirait. C'est le temps d'y coloniser puis de les amener des toilettes. Exact. Exact. Mais ton saumon, là, qui travaille dans un bureau de tantôt. C'est ton saumon, mais... C'est du mon saumon. Ben, c'est vous autres, là, les poissons. C'est ta génération, ça. Ça, c'est Anne-Marie qui floppe à terre. Mais comme ton saumon qui travaille dans ce bureau-là, c'est un saumon qui travaille dans un bureau. Exact. Mais ce saumon-là peut avoir comme quelque chose dans sa vie qui comme look forward à. Puis que comme on reconnaît comme man. T'as trois choses que tu peux jouer avec dans la vérité dans ton exemple. Premièrement, tout le monde sait comment ça marche d'un bureau. Fait que tu peux avoir toutes les jokes de bureau, mais sont toutes basées sur des réalités, sur des observations de vie de bureau. OK? Les cubicules sont des aquariums. Ouais. J'ai déjà travaillé dans des espaces d'aquarium, là, qu'il y a une vitre, là. Oh wow. Ça se peut. Mais aussi, oui, ce que tu dis là, parce que malgré que c'est un saumon, il peut avoir des émotions et des ambitions humaines que les gens peuvent reconnaître comme les leurs. Puis, troisièmement, il est un saumon. So, tout ce que les gens connaissent du saumon, que t'amènes, comme moi j'ai toujours eu du succès à jouer des chats dans des impros. Toujours eu, si je joue un chat dans un impro, j'ai du succès, puis le monde vient de me parler après, parce que s'il y a bien quelque chose que des gens qui ont des chats veulent faire, c'est parler de chats, de leurs chats et des autres chats. Oui, il y a quelque chose à propos d'avoir un chat que tu veux juste parler de chat. À peu près sûr que les gens qui ont des chiens sont pareils, mais je lui parle pas, parce que moi j'ai un chat, OK?
Fait quand ce que tu joues un chat, puis tu l'as bien observé, puis tu viens avec un chat toi aussi, David, t'as juste besoin d'amener assez de la mimique du chat ou des actions que le chat ferait, que les autres personnes qui ont des chats reconnaissent leur chat dans ta performance. Puis après, ils vont venir te parler puis dire, là, je sais que les gens ont pas des saumons à la maison, là, mais c'est la même idée. Tout ce qu'on fait, si tu veux vraiment craquer le pilier de la vérité, faut que tu deviennes un observateur. Oui, absolument. Oui, exact. Ben, je pense que c'est pour ça que turn it down la réaction puis augmenter la réaction marche quand même puis still ancré dans la vérité. Oui. Parce que le public fait le travail de faire sa réaction devrait être ceci. Ça, c'est la vérité. C'est ça. Puis eux jouent sur le fait qu'ils vont... Ils savent exactement c'est quoi la vérité. L'impro dit oui, ça c'est la vérité, mais moi je vais aller dans cette direction ici. Puis dans les deux cas, je pense que c'est ça que c'est, fait que c'est still axé dans la vérité. C'est ça, le rire vient du contraste entre qu'est-ce qui est attendu puis qu'est-ce qui est actually joué dans l'arène dans cette situation. So, la vérité, elle existe dans un espace, dans ces cas-là, elle existe entre un espace entre le joueur puis le public, où ce que on sait très bien, mais on défie ce qu'on attend. Je pense que quand ce que ça marche pas, que ce soit la sous-réaction, la surréaction, c'est quoi, la sous-réaction et la surréaction, elles sont pas si autant un problème que la mauvaise réaction. Ouais. La réaction par rapport. Je pense que c'est cette réaction-là qui est dure à définir, si on veut, là, mais... Je me demande où ça vient de, est-ce que c'est une peur que ça va être inintéressant? Le vrai. Moi, je pense que vous me direz, là, mais je pense pas que ça vient d'un choix. C'est ça l'affaire. C'est je panique puis je fais quelque chose. J'ai pas fait ce que David disait tantôt. J'ai pas pensé qu'est-ce qui est la prochaine étape, qu'est-ce qui est la prochaine chose, qu'est-ce qui est la vraie réaction. Parce que si je sais la vraie réaction, je peux déjouer les attentes. Mais si je ne sais pas la vraie réaction, comme dans le moment, je suis gelé puis je suis en train de contrôler l'histoire. OK, il faut vraiment que l'histoire aille là. Là, je fais comme cette move-là. Mais ce n'est pas une move qui est organique. Donc, elle est pas vraie. Oui. Donc, elle est pas une vraie réaction que ce personnage-là aurait, que toi tu joues. Ça donne un petit aspect de whiplash au public. J'ai déjà vu beaucoup d'improvisation de ce style-là, puis c'est ce genre de moment-là qui te fait décrocher de l'improvisation. Est-ce que tu fais comme, OK, j'ai-tu manqué un bout ou ils étaient sur le bord du chemin puis là ils sont dans un vaisseau spatial? Qu'est-ce qui s'est passé? So, dans le fond, la punition, la rudesse, c'est vraiment comme une punition de vérité dans certaines cas. Entre autres, je pense que la rudesse c'est une grosse punition parce que... Ça blanket beaucoup de choses. Oui, là. C'est comme, t'as probablement fait atteinte à respect, écoute, puis vérité. Peut-être la confusion aussi. Je pourrais dire que ça, c'est comme axé dans la vérité. Oui, ça. Parce que je pense que dans les deux cas, que ce soit par exprès ou non, t'as pas identifié qu'est-ce qui était vrai dans la situation. T'as arrêté de penser à comme la fluidité de l'impro, puis qu'est-ce qui est naturel pour le personnage, puis comment est-ce que quelqu'un réagirait par rapport à cette situation ici. T'as commencé à imposer quelque chose, que ce soit un plan qui existait avant que ça t'ait dit, puis qui est plus cohérent, puis que t'as juste pas laissé aller. Ben la thèse à David, c'est difficile à faire hein, quand tu y penses là, oui. Parce que les deux gros axes, c'est vraiment ton premier puis ton troisième. Ouais. Toi, tu vas décrocher de l'impro comme public. Tu vas décider, c'est plus vrai. Si le personnage ne réagit pas d'une façon qui implique que le joueur sait c'est quoi la réaction, mais aussi, dans le premier cas, là, quand l'histoire ne va plus dans un sens qui est dramatiquement cohérent. Tu sais, parce que des fois, tu vas voir un impro qui va juste stagner. Ben, ça, c'est la même chose, là. Si tu stagnes, c'est que t'as pas pensé à la prochaine étape. Non. T'as pas vu les éléments que t'as établis au début, puis t'as pas vu où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Comme tu veux pas que ton public, des fois, il va te devancer un peu. Il sait où est-ce que ça s'en va. Ouais. Fait que toi, t'as deux choix. De leur donner ce qu'ils veulent. Ouais. Puis ça peut être très satisfaisant, dépendant comment tu le fais. Ou déjouer leurs attentes pour les surprendre. Dévier légèrement de où est-ce que ouais, c'est ça comme, je m'attends à ça, puis là, ça devient d'autres choses. Mais c'est quand même organique, là. Oui. Comme j'ai pas remarqué que c'était un Y. Comme moi, je m'en allais sur une ligne. Puis là, il y avait une patte. Ils ont tourné sur une patte que je m'attendais pas, mais qui est sur le même chemin. J'ai tellement été aveuglé par... Ouais. Est-ce que je m'attendais, que ça va, que j'ai pas vu cette autre... Là, c'est ça, c'est des joueurs qui ont joué le public comme il faut. Oui. Ils ont fait à croire que ça allait être quelque chose. Ils ont créé des attentes. Puis là, ils ont déjoué. Tu sais, tu veux pas te décevoir. Ça, c'est pas déjouer les attentes. Oui. Tu veux déjouer les attentes de façon divertissante. Oui. Mais des fois, un impro va prendre un tournant pis tu vas faire comme, non, là, ils ont perdu le fil. Parce que c'est pas dramatiquement cohérent. Exact. C'est pas une patte du même. Ils sont sur un autre chemin, tout d'un coup. C'est ça. Là. Le joueur est pas en train d'habiter son personnage, est pas en train de regarder qu'est-ce qui est établi comme situation, puis qui est pas en train de réagir organiquement à qu'est-ce qui est en train d'arriver. Ouais, parce que t'as vraiment deux jeux à faire, là. Faut ouais. que tu réagisses organiquement, mais faut que, comme écrivain, t'écrives organiquement. Ouais. Puis les deux choses sont pas nécessairement... Tu peux pas juste être « moi, je suis dans ma bulle, puis je suis mon personnage, puis je fais ce que je veux, puis là,
Non, là, t'es aussi l'écrivain. C'est ça. Parce que la coccinelle peut pas arriver direct à la maison. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le milieu. Je pense que vous avez comme kind of expliqué la subtilité que des fois le monde a de la misère avec le statisme entre il y a rien qui se passe puis c'est bon, puis il y a rien qui se passe mais c'est mauvais. Tu sais, comme des fois, tu dis, well, il était juste debout là, pourquoi c'était pas un statisme? Puis c'était pas un statisme. Oui. Parce que le personnage a continué à vivre puis réagir, puis t'as senti une réalité dans ce rien-là. Moi, je suis fort à dire, quand j'étais jeune, une des choses que j'ai appris à l'école, l'enseignant avait dit qu'il y avait 2 sortes de prose. On parlait pas d'essai puis ces choses-là, là, mais prose fiction. Un, c'était le récit. Ça, c'était une histoire. Puis il y avait le portrait. Tu vois pas beaucoup ça, le portrait. Mais le portrait, c'est une description. Puis en impro, on a souvent le réflexe de faire des histoires. On en parle souvent dans ces termes-là aussi. Mais on fait des histoires. C'est à propos d'incidents. Un début, un milieu, une fin. Je ne sais là, il y a des choses qui se passent. Puis ces choses-là se passent d'une façon physique. Mais le portrait a aussi une trame, là. A aussi comme un début, un milieu puis une fin. C'est pas à propos de devenir, c'est plus à propos de découvrir qui cette personne-là est à travers une situation qui peut sembler statique, mais ce qui bouge, c'est le personnage. Surtout s'il est vrai. Parce que s'il est pas vrai, ben, on care pas pour le personnage. C'est des considérations que j'ai eues beaucoup dernièrement de penser à propos des différentes façons qu'on est capable de dire une histoire. On est capable de dire le même texte, mais de 2 façons différentes. Les mots que tu dis disent une histoire, puis la façon que tu dis disent une autre histoire, puis tu sais, la position que t'as versus l'autre personnage, puis qu'est-ce que t'es en train de faire pendant que tu dis ces choses-là, puis toutes ces choses-là racontent une histoire qui est aussi consistante avec l'impro que t'es en train de jouer. Fait que ça fait toute partie de une grosse équation de vérité selon moi. Fait que comme je donnais des ateliers au secondaire, puis c'était super. T'avais 2 jeunes qui étaient juste debout là, puis juste parlaient l'un avec l'autre. Puis il y avait aucun mouvement, puis ils étaient juste pas mal stables, debout, en avant, puis ils disaient leur impro. C'est un manque d'opportunité où est-ce que t'es capable de ajouter tellement à ton histoire à travers, comme, tu dis, ah, t'es en retard, ou ah, t'es en retard, ou ah, t'es en retard. Fait que tu sais, avant... T'es en retard! Hey! Fait que, tu sais, la façon que tu le dis, qu'est-ce que t'es en train de faire pendant toutes ces choses-là, c'est toutes des façons d'approfondir ton personnage, tu sais, d'ajouter à l'histoire que t'es en train d'apporter, d'élaborer, puis de rendre ton impro de la même façon plus véridique, je pense. Parce que, tu sais, toutes les choses que t'apportes vont aider aux personnes, parce que c'est rare qu'on est juste en train d'avoir une discussion, qu'on est juste debout dans ton salon puis qu'on fait « Comment ça va? Ça va bien? » En performance art, là, je sais. Dans la rue, là. C'est ça. Ouais. On est comme couché sur les couches, on est en train de checker nos cellulaires, puis on est en train de se dire des affaires, ou on est dans le char. Juste ce détail-là, dans cette impro-là, là, où ce que le monde soit comme juste en train de se jaser. Ouais. Déjà, ça ajouterait, tout d'un coup, on saurait où ce qu'on est, qui sont. Comme juste un petit peu plus que juste 2 personnages dans le néant. C'est ça. Ben, c'est comme une fois, j'étais dans une impro, et qu'on était juste toutes dans un genre de métro, ou some kind of moyen de transport comme ça, là, tu sais. Ouais. Puis on était juste toutes debout là, puis on se parlait pas, puis on était juste comme debout là, puis chaque personne était en train d'être juste comme une micro-impro tout seul, parce que c'est du monde qui se connaissent pas, puis tu sais, comme il y avait comme une personne qui a pris une selfie, puis qui a fait comme un... Oui. Puis ils l'ont pris de nouveau, tu sais, parce qu'ils étaient pas satisfaits. Puis tu sais, d'autres monde qui étaient en train de juste lire, puis qui étaient juste comme en train de lire des pages à une vitesse qui serait très normale de lire, puis d'autres monde qui regardaient par la fenêtre, ou tu sais, toutes ces choses-là, c'était toutes des moments qui étaient qui devraient être inintéressants, mais parce que naturellement des humains sont intéressés dans des humains, ça devient intéressant. Ouais. C'est un peu difficile aussi, la nature de l'improvisation, parce qu'il faut que tu prennes tous ces éléments-là, puis qu'il faut que tu les fasses fitter dans 2 minutes. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu édites un petit peu, mais quand même, en gardant le sens. Ouais, le temps est jamais très vrai. Ouais. Mais tu peux faire ça aussi. Tu peux avoir c'est 5 minutes, puis ça va être en real time. Yeah, là. Le temps que quelque chose prend pour vrai. Puis tu sais, des fois, t'as une opportunité entre un thème puis une durée. Oui. Où ce que ça te donne cette chance-là. Tu sais. Faut que tu trouves tes opportunités. On lit-tu une question? Oui. Peut-être voir que ça peut nous amener de plus. Let's go. Ok, Nathalie Gauguin sur Facebook qui nous demande quelles sont les émotions les plus faciles et difficiles à reproduire de façon authentique. Fait qu'elle utilise le mot authentique. Facile, je dirais, comme le bonheur ou la colère sont relativement... Colère doit être facile parce qu'il y a beaucoup de monde, leur go-to, c'est être picasse. Mais sais-tu quoi, je suis quasiment en désaccord avec toi, parce que le monde a tellement tendance à les jouer exagérés. Oui, c'est vrai. Authentique, right. Authentique, oui.
Parce que comme quand le monde joue la joie puis c'est l'affaire, c'est qu'il joue rarement la joie puis la colère. C'est ça. Il joue Je sais comme même pas c'est quoi la l'extase puis comme la deepest rage que vous avez ever eu dans votre corps. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Comme, disons que t'as quelqu'un dans un impro que, tu sais, qui est en colère contre toi, ça va ressembler vraiment différent à ton boss qui est en train de te firer. Moi, une des choses que je faisais à mes équipes étoiles quand je coachais, il y avait toujours un exercice d'émotion. Puis ces exercices-là ont comme vraiment évolué, comme j'aime vraiment comment est-ce que toi tu l'adaptais. Il y avait beaucoup plus d'impro dedans, où ce que tu sais là, des situations avec des émotions, etc. Puis on a rentré ça dans des ateliers, ça c'est cool. Mais juste le baseline de ce site, c'était juste mettre quelqu'un sur le stage, puis donner des émotions. Puis oui, il y a des émotions qui sont grosses dans le sens que sont comme juste très basic. Comme rage ou colère, c'est très basic. Mais quand tu commences à rentrer avec dédain, amertume, puis ils ont pas le droit de parler. Moi, c'était ça l'affaire, c'est il y a pas d'impro là. Tu parles pas. T'es juste bout là, et je veux le sentir. C'était un exercice de body language. Oui. Donc, dans ton corporel, comment tu peux montrer cette chose-là dans ton expression? Puis, tu sais, quand tu rentres dans les amertumes, ces choses, tu sais, il y a des choses qui sont pas très explosives, comment est-ce que la personne, contentement, pas joie, contentement. Une fois que tu leur donnes des gradations, là, tu peux rentrer dans des subtilités, puis là, tu dis, vois-tu, ça semble plus authentique que quelqu'un qui vient de part de la carte. Que c'est plus rare que ça arrive. Tu sais, là, toutes les impros demandent pas que tu sois en beau, maudit. Non, mais à souvent, ce point. comme tu mentionnes, il y a beaucoup de contextes que c'est pas approprié puis le monde peut faire. Faut vraiment que t'aies fait de quoi de vraiment, vraiment mal au travail pour que, comme, ton boss est en train de crier après toi, comme de rage. Je pense que ça arrive. Ouais. Je suis en train de lire un tell-all à propos d'une business tout de suite, puis il y a des boss qui font ça, mais la réaction devrait vraiment être qu'est-ce qui est son problème. Parce que quand t'es dans une impro, t'es souvent un miroir. Quand la personne t'attaque avec de la rage, tu rages de nouveau. Non. En réalité, le boss innocent qui te crie par la tête de même, toi, tu restes bête. Comme la vraie réaction, c'est comme... C'est comme, quoi je suis censé faire, là? Comme qu'est-ce qui se cite, tu sais. Ça vient dans habiter ton personnage. Comme là, tu vis la relation, ça, c'est ton boss. Toi, t'es l'employé. Si tu réagis trop fort, ta job est à risque. Ben, je pense que ça, c'est un bon exemple de comme mauvaise réaction. Oui. Mauvaise réaction, c'est pas comprendre la dynamique qui devrait exister entre les personnages. Comme t'es juste en train que toi réagir comme toi, l'improvisateur, réagit à un autre improvisateur. Oui. Un improvisateur vient de me crier par la tête, sorry, mais moi je donne pas ma place. Et dans tes personnages vivent une relation. Tu sais, moi, du monde qui sont fendants vers le roi du royaume, là, tu sais. Tu vois tout le temps ça, parce que le joueur, il s'est assis. Mais comme en réalité là, bienvenue à ta mort. Bienvenue oui, c'est ça, tu vas te guillotiner, là. Oui, c'est ça. Fait que, dans une relation plus vraie, c'est comme accepte-le, puis comme, ok, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, parce que t'es en train de penser, si je réagis trop fort, je ne paye plus mes billes. C'est ça. Oui. Réagis au public, comme, tu sais, comme tu peux. Je pense que c'est encore vrai que si tu te tournes vers le public puis tu as une expression que tu n'aurais pas dans la vie parce qu'il n'y a pas de public, que le public est en train de voir, qu'est-ce que tu penses? Oui. Puis ça reste vrai, mais l'autre personnage voit pas cet à côté, là. Il voit pas ton personnage de côté en train de parler à du monde, là. C'est aussi une subtilité d'essayer de transmettre des émotions extrêmement complexes dans cette situation-là, parce que peut-être que l'employé est plus rebelle puis qu'il veut réagir, mais réalise que s'il le fait, il va perdre sa job. Fait que là, comme, essayer de transmettre qu'il veut réagir, mais il peut pas, fait qu'il va prendre la perte sur cette interaction-là puis juste passer à d'autres choses. Ouais. Perdre dans ton interaction entre deux personnages veut pas dire que tu viens de perdre l'impro, là. Oui, exact. T'as probablement gagné cette impro-là, by the way. Ouais. Parce que l'autre joueur, c'est ça, l'autre personne est comme déplaisante. Ben toi, t'as juste besoin d'être plaisant. C'est ça. Le public s'identifie avec toi dans cette situation-là. Oui, le public veut pas être sur le côté du méchant. Oui. Je vais tenter une réponse à Nat, parce qu'on n'a pas répondu. On n'a pas trouvé une bonne réponse. Moi, je dirais que l'émotion que t'as vraiment, comme improvisateur, ça, c'est la plus facile à rendre. Donc... Oh, ok. C'est comme toi, comme joueur, là. Toi, t'es dans une situation, c'est beaucoup plus facile si ton émotion va être, dépendant du joueur, mais dépendant de la situation. Oui. Moi, je pense que l'anxiété est plus facile à présenter. Nervosité est plus facile à présenter parce que t'as juste besoin d'utiliser ça que t'as vraiment. Oui. Ou, encore plus facile, sourire en coin, le genre de moqueur, c'est une émotion de comme s'en foutre un petit peu. Ça, c'est des genres dépendant du joueur. Ça, c'est des choses que tu rentres avec toi. T'as ça sur le banc. Fait que quand tu rentres, le monde va dire, il joue lui-même. Ouais. Oui, mais c'est ça, l'émotion la plus facile. Yeah. C'est celle-là que t'as déjà. Tu sais, comme dans l'émission Slings and Arrows
qu'on est tous les deux des fans de. Tous les trois. Toi aussi? Okay. Oh, nice. Une des choses qu'ils disent tout le temps aux comédiens, c'est une émission canadienne à propos d'un festival de théâtre. Puis une des choses qu'ils disent souvent dans l'émission, c'est comme quelqu'un dit, j'ai vraiment envie de vomir. Use it. Donc, si on utilise l'émotion qu'on a déjà, ça va informer notre personnage. Donc, dans le moment, whatever tu files, si tu l'amènes avec toi dans l'arène, puis ton personnage a accès à ça, parce que c'est dans ton expression déjà, c'est déjà dans ton physique, tu veux juste comme tomber dedans. J'ai rien là, mais j'ai ce site. Si je sais pas quoi faire, ok, je suis quelqu'un qui sait pas quoi faire. Puis ça va amener une authenticité, puis là, tu peux juste réagir plus facilement peut-être. Ça, c'est intéressant. Ouais. Je trouve que quand même, overall, je pense que c'est la tristesse qui est le mieux réussie across the board. Ah ouais, tu trouves? Parce que je pense que il y a la sphère, est-ce que le monde fait comme gros exagéré, mais le monde braille, surtout dans des contextes qui sont dramatiques, par exprès, et qui ont tendance à le ramener à du comme je braille dans tes bras, je suis assis sur le bord de la bande puis je braille un petit peu. Comme je pense que c'est une des émotions qui est comme moins jouée pour l'humour. Quand on la sort, le monde la ramène. Il la ramène à quelque chose de beaucoup plus réaliste. Puis je pense qu'on a plus un range. Ouais. Je pense qu'on joue pour l'humour très gros, puis je pense que le monde le joue middle ground puis comme subtil. Comme il y a plus de comme regarder down puis être triste, ça et tout. Le monde joue plus avec ça. Ben connexe à ça, Alexandre Hébert. Est-ce qu'exprimer une émotion peut faire mal? Dans quel sens faire mal? Je sais pas, moi. Moi, je crois que je sais ce qu'il veut dire, là. Ouais. Moi, je pense que l'affaire, c'est que des fois, t'es dans une impro qui est un petit peu trop close to home, puis exprimer l'émotion qui est requis de toi dans l'impro te fait du dommage en tant que joueur. Comme des fois, comme si t'es vraiment pas dans un... Comme quand t'as mentionné, comme tu sais, des fois, l'affaire, c'est que oui, joue l'émotion que t'as dans ton corps, mais si cette émotion-là est trop raw, peut-être que ton cope comme joueur, c'est de pas faire ça. Ouais. Puis trouver une façon de comme aller chercher une différente émotion pour un petit peu te protéger toi-même. C'est comme quand c'est comme t'end up dans une impro de break-up, puis tu viens de break up comme la journée d'avant, là. Oui. T'es peut-être pas prêt émotionnellement à être dans cette impro-là. C'est vraiment une situation où est-ce que le rôle le plus vrai que tu peux jouer dans une improvisation, c'est toi-même. Fait que si tu rentres dans l'impro puis que tu parles de quelque chose qui est actually vraiment personnel, puis que tu vas chercher ces émotions-là, comme ça peut devenir quelque chose de vraiment risqué puis de vraiment intense très rapidement. Puis ça peut être, comme Alexandre l'a dit, vraiment dangereux peut-être à ce point-là de faire du... Mais tu sais, toutes ces impros-là, puis là, je veux pas que personne se sente visé, là, parce que vous n'avez sûrement déjà joué ces impros, les gens qui écoutent. Mais, tu sais, des fois, tu joues un impro qui est pas vraiment un impro. Oui. Tu gradues cette année, ou tu quittes la ligue cette année, Oui. ou il est arrivé quelque chose dans ta vie. C'est ça le miroir la réalité, là. Puis là, tu vas rentrer, puis tu vas faire un speech qui fait l'éloge de ton coach qui décolle, ou tu vois, vous connaissez, là, les gens qui ont fait ça. C'est rien de nouveau, là. Si vous l'avez déjà fait, inquiétez-vous pas. D'autres mondes l'ont fait avant vous autres. J'ai vu ces impros-là depuis. Le monde t'aurait faire des arènes en roche, puis le monde t'aurait faire ça. C'est ça. Mais c'est pas vraiment un impro. C'est pas écrit, mais c'est pas un impro dans le sens que t'es pas en train de jouer vraiment un personnage, t'es en train de... Comme un reportage. Ouais, c'est un éditorial ou c'est comme... Ok, ouais. C'est une présentation que tu fais, un avis de décès, dans le sens que tu sais ton coach d'école. Fait que, tu sais là, c'est le speech de fin d'année que tu vas aller nous remettre dans l'arène. Ça se rapproche un petit peu trop du documentaire. Ben là, c'est ça. Ben est-ce que... Sa question est-ce qu'il y a trop vrai? Est-ce qu'il y a trop vrai ou est-ce que c'est plus de l'impro? Ou est-ce qu'il y a la vérité, il y a la réalité, il y a l'improvisation, qui est supposé être un sketch quelconque. Puis même chose, c'est que je vais lancer là-dedans les éléments de théâtre. Parce que, tu sais, est-ce qu'un improvisateur, c'est un comédien? C'est une sorte de comédien? OK. Est-ce qu'on est en train de demander à des improvisateurs pendant 3 minutes? Parlons surtout de l'impro-match. Dans un 3 minutes, est-ce qu'on est en train de demander à un improvisateur de vivre une émotion au même point que, tu sais, là... Quelqu'un qui a pratiqué pis qui a comme travaillé un personnage pendant multiples... Oui, ou qui utilise des techniques... On parlait de la méthode avant qu'on enregistre, là. Oui, la méthode. La méthode de Chouspis, là. Stanislavski. C'est ça. De trouver en toi la chose qui te fait filer l'émotion que tu veux que ton personnage maintenant ait, puis que, tu sais, là, pour quelque chose qui est si court, puis qu'il fallait t'en jouer d'autres, là. Est-ce qu'on peut songer à vraiment faire ce genre de travail pour amener le côté vérité, ou quoi? Oui.
Ouais, ok. Non, mais moi, je pense que oui, to a point. Parce que, évidemment, c'est tout inventé sur place. Ouais. Fait qu'on peut pas s'attendre qu'une personne ait comme une profonde compréhension puis backstory puis qu'ils savent comme où est-ce que tout ça devient de... Tu peux pas passer comme une demi-heure avant, te descendre à ça que t'as besoin pour une scène, comme c'est pas... C'est ça. Puis je pense que des fois, il y a du monde qui joue des impros puis ils peuvent pas jouer la prochaine parce qu'il faut qu'ils se remettent dedans, là. Faut qu'ils se ressortent de ce headspace-là qu'ils viennent de se mettre dedans. Mais je pense que faut quand même pas se short-changer parce que je pense qu'on est capable de faire ça. Je pense que c'est parti de la boîte à outils comme n'importe quoi d'autre, tu sais, comme, ça vient avec comme la pratique puis être capable de étendre son vocabulaire émotionnel puis de savoir comment sauter. Qu'est-ce que ça ressemble, ces différentes affaires-là, puis qu'est-ce que... C'est pareil. Ah, qu'est-ce que ça ressemble? C'est ça, carrément, la méthode, la façon que les comédiens d'habitude opéraient, ils simulaient de l'émotion. Sauf que ça a de l'air, quelqu'un qui est triste. OK, c'est ça les signes physiques. Je vais faire ces signes physiques. Puis pour un improvisateur, c'est quasiment ça ton outil. C'est faire paraître que, on sait que ça a de l'air. Le monde ne voyait pas en tout, là. T'es en train de faire... Je sais pas comment ça va sonner, mais t'es en train de compter comme, quand t'es triste, là, tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais... Ouais. Puis nous autres, on le voyait, mais... faudra prendre des photos. Des sous-titres. Faudra prendre des photos pour les mettre sur la version YouTube. Mais c'est ça, comme, en réalité, on est en train de faker. Quand ce que t'es dans les bras de l'autre personne, les yeux dans son épaule, je sais pas si t'es en train de cacher que tu pleures pas vraiment, mais tu sais, t'es juste en train d'agir comme quelqu'un de triste. T'es pas nécessairement triste toi-même. Parce que tu sais pas à quoi te préparer. Je rentre dans une impro pis je le sais pas qu'à la fin je suis triste, là. Ben, je crois que c'est pour ça que je trouve que c'est une boîte à outils thing. Parce que moi, je peux rentrer dans un impro pis pas réaliser qu'il faudrait que j'ai une sorte de mime à m'amener. Mais j'ai ça dans ma boîte. Ouais. So, là, à un moment donné, je réalise halfway dans l'impro que comme, on va comme mimer grimper une montagne pour la next minute et demie. T'as une idée de comment faire ça. Puis je sors ça de ma boîte à outils. Pareil, comme si quelqu'un fait comme, alright, on est mélancolique à cette heure. Faut que j'aie some kind of outil pour au moins commencer, comme lancer la balle dans la bonne direction. Puis je pense que dans certains cas, ça devient beaucoup plus sincère puis authentique. Je pense qu'il y a du monde qui sont capables de transmettre ça au minimum. S'ils sont pas capables de transmettre cette vraie émotion-là, de se mettre dans le headspace de someone qui est comme vient de vivre une tragédie dans l'intérieur d'une minute et demie de temps, sans préparation, ben au moins ils ont les cues physiques puis verbaux pour transmettre ça, que le public comprenne, pareil comme quand ce que tu ramasses un téléphone avec ta main, là, ben tout le monde sait que ça c'est un téléphone, parce que c'est ça que t'es en train de faire avec ta main. Les expressions, puis la façon que tu parles, puis tu te positionnes, ça aussi c'est des shorthands pour ces émotions-là. Fondamentalement, comme, idéalement, ça serait l'idéal que, comme, tu rentres dans l'impro, t'habites ton personnage, tu vis toutes ces émotions pendant 2 minutes et demie, ensuite le sifflet siffle, puis t'as fini. Tu ramasses tout ça dans sa boîte, mais comme, on est des humains, c'est littéralement impossible pour nous autres de faire ces choses-là, fait comme, il y a du monde qui vont se mettre dans ce headspace-là, puis c'est comme Isabelle disait, comme, tu vas finir l'impro, puis tu vas peut-être être démoli d'une façon émotionnelle que t'as besoin d'un petit peu de temps pour te remettre sur toi-même. Ouais. Puis on a des meilleurs comédiens que d'autres, là. ben oui, exactement. Puis tu sais, comme c'est naturel, je veux dire, on est humain, puis on vit nos émotions de façon très très complexe. Puis c'est pas un sujet qui est simple certainement. Puis d'avoir ça dans sa boîte à outils, où est-ce qu'on est capable de imiter physiquement qu'est-ce qu'on cherche comme émotion, est certainement un bon outil. Mais puis dans l'imitation, des fois, tu le trouves, là. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que ça va comme commencer à lancer la balle, parce que, ben c'est comme n'importe quoi d'autre, là. Tu sais, là, comme le monde qui fait comme la rire thérapie thing, là. Est-ce que tu fake rire until tu ris, là? Ouais, okay. Comme je pense que c'est comme quelque chose en commun, ça. Puis je pense que, de quoi qu'on n'a pas trop touché à date, mais que comme, qui est vrai, c'est que le plus que t'es vrai avec toi-même comme personne, le meilleur improvisateur que toi t'es. Comme je pense que les improvisateurs qui struggle, ils ont un blocage quelconque comme dans leurs eux-mêmes, là, tu sais. Ils ont un manque de confiance. Comme je sais que pour moi, ça, c'était ça. Comme un gros blocage quand j'étais plus jeune, c'est juste, j'avais tellement peur de comme messer up ce qui se passait que je rentrais pas, que comme ça me bloquait comme moi comme personne. Je pouvais pas être ouverte puis honnête avec le public puis être une vraie joueur sur scène parce que j'avais des blocages qui m'empêchaient d'être ouvert avec le public comme ça, puis avec les autres. Ben, c'est ça, je pense qu'il y a aussi une place où est-ce que, tu sais, il y a certains joueurs qui ont peut-être honte de démontrer certaines émotions dans l'arène. Ah oui. Ça peut jouer dans ce genre de choses-là aussi. Je pense qu'il y a aussi peut-être un aspect où est-ce que, tu
ça c'est parler de l'improvisation lorsqu'on la joue en tant que comédien, mais quand on pense à l'improvisation quand on la joue en tant qu'écrivain, ça devient quelque chose d'autre complètement. Ou est-ce que, tu sais, t'as des gens qui ont peut-être un passé où est-ce que, tu sais, ils ont eu des épreuves à affronter puis qui veulent peut-être explorer ça dans l'improvisation, malgré que ça peut, ça devient une autre discussion entièrement. Ou est-ce que, tu sais, là, ça devient un autre type d'improvisation où est-ce que t'es plus en train d'aller puiser dans tes expériences pour aller chercher Puis tant qu'il y a comme un consentement de ça, oui, que comme toi tu fais le choix de dire oui. oui à ça, ou que comme c'est pareil comme un bec là dans une impro. On a fait un plein épisode avec Coco qui parle de justement ce consentement là, puis je pense que c'est vrai pour sauter dans un sujet ou une émotion que toi t'as de l'expérience avec, puis il faut que tu sois prêt à vraiment faire ça. Si t'es pas prêt à être fâché sur scène parce que t'as comme quelque chose comme une rage interne que t'as pas dealé avec yet. C'est ça. T'es peut-être en train d'unleasher quelque chose que tu veux pas, qui est très privé, tu sais. Ouais. Ben, vous êtes en train de toucher aussi pour ramener ça à ce que je disais au tout début, à propos de l'impro qui est dans le monde du réel, qui est une présentation, puis ce monde-là braille, là, puis ben oui, ça touche toutes les cordes. And yet, ça file faux, ça, somehow. Est-ce que c'est passé de l'or? Est-ce que c'est un shortcut qu'un joueur prend ou que quelqu'un prend? Parce que est-ce que c'est trop puisé dans le vrai? Est-ce que c'est comme, t'es pas en train de jouer de l'impro parce que t'as pas écrit quelque chose, t'es juste en train d'expliquer comment tu te sentais à ce moment-là? Ouais, t'es en train de vivre ça tout de suite. Je pense que c'est ça le problème avec ça. C'est pas que c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas authentique ou sincère. Ben, ça serait très cynique de croire que un jeune de 12e année se monte sur un stage puis fait cette impro-là. De façon cynique. De façon cynique pour gagner des points. Oui. Ça a des bonnes chances. C'est plate quand ça gagne pas parce que tu files comme si, non mais je me suis vidé le cœur. Ben oui, mais c'est peut-être pas la place. Fais cette impro-là, mais fais-la à propos de quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Ouais. Puis toi tu sais que c'est à propos de la chose, mais tu l'as enveloppé dans de la fiction. Puis ça va filer plus vrai. Puis je pense que c'est actually ce site qui fait... Tu sais, quand on disait tantôt que la raison que tu utilises la vérité, c'est pour engager le public. C'est pour qu'ils se sentent touchés, c'est pour qu'ils se reconnaissent. Ouais. Quand c'est spécifique à ta réalité, et ta réalité seulement, avec des noms de personnes, t'es comme en train de regarder une inside joke. Ouais. Pas drôle. Un inside drame. Puis... J'aimerais être concept là. So, moi, je me sens pas touché. Ou je me sens touché, mais après, je sors de là puis je fais comme, ouais, mais je me sens aussi manipulé. C'est ça. Parce que, il fallait que je vote pour cette impro-là. parce que là, t'as parlé de mon inside drame. Ouais. Parce que moi, je verrais plus ce joueur, ce coach, ou je sais pas quoi. Là, c'est mon inside drame. C'est pas comme, je me suis pas reconnu. T'as fait un impro à propos de moi, à quelque part. Ouais. Parce que moi aussi, je fais partie de ce public. Ben, je pense que c'est pour ça que ces impros-là, comme des fois, tu vois, comme des improvisatons, des genres de quelque chose là que le monde peut soumettre des catégories ou des thèmes. Ah oui. Puis que le monde demande comme à la manière de Michel Albert ou comme à la ouais. Je pense que pour la même raison que ça marche pas pour l'affaire de graduation, je pense que c'est pour ça que ça marche pas non plus là ici, ou parce que c'est trop juste dire des choses qui sont vraies. Comme il y a pas de processus créatif. Oui, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça malaisant aussi de regarder ça, parce que tu files que, là, on est dans votre loge. Ça aurait dû se passer dans votre local, après. Moi, j'aime même pas quand le monde utilise mon propre nom dans des Ah, impros. non. Comme Oui. ça me sort immediately. Ah, ok, ben ça c'est intéressant parce que ça répond à la question à Amélie Montour. Est-ce que tu as déjà fait des impros trop vrais qu'elles t'ont sorti de l'univers de l'impro, que t'étais dedans? Oui, parce que l'univers de l'impro était finalement notre univers. Ouais. Puis c'est que je pense que quand c'est trop vrai, pour vrai, t'es plus en train de créer, t'es en train de filtrer qu'est-ce qui est approprié de dire au grand public. Ouais. Comme t'es en train de juste, t'es debout là en train de faire comme, ok, c'est à la manière de Mike, ok, on est stock à faire une impro à la manière de Mike. Ouais. Mais moi, je connais bien Mike, là. Moi, je sais plein de choses about Mike. C'est Mais ça. qu'est-ce qui est approprié à mettre dans cet impro ici, qui est reconnaissable pour un public, que le monde sait qui est vrai, là, moi. So là, je suis en train de filtrer, mon processus créatif, c'est filtrer everything que je sais about Mike, à travers everything que, comme le public général sait about Mike. Piquer qu'est-ce que tu veux comme élément dans cette impro-là. J'ai jamais vu un impro à ma manière. OK? Puis j'en ai vu, là. Oui, trop. C'est pas tout le temps à la manière de, là, c'est juste... Des fois, c'est le thème. Ton nom est dans le thème, ou il Ouais. décide de faire l'impro de toi parce que t'es arbitre. Ouais. T'es un bouc émissaire. J'ai jamais vu une de ces impros-là que je n'ai pas trouvé insultante et réductive. Oui, parce que l'affaire, c'est que c'est ça qu'il faut que tu fasses, parce que sinon, ça devient, t'es en train de divulguer la vie personnelle à quelqu'un Ben oui. qui a pas consenté que c'est Puis, ça qui j'ai se passe. ajouté Ah oui, plate. c'est ça. Parce que pour un public qui te connaît pas, autre que ton personnage de scène, c'est juste des insides. C'est Oui. ça. Puis je pense que c'est Puis pour c'est ça même que pas c'est des bon. inside drames. Non! Si au moins il y avait un inside drame. Au moins un inside drame. Mais non, c'est toutes des farces plates. Fait. Puis aussi, sais-tu qu'est-ce qui est insultant pour ça? C'est de faire comme,
C'est-tu vraiment ça que le monde pense de moi? C'est ça, t'es juste un ramassis de tics puis de tics puis d'intérêts puis il y a un gros chat puis je peux pas croire que la dernière fois qu'ils ont fait une affaire de même, ils ont ramené en vie un chat que j'ai pu. Je suis 3 chats plus tard. C'est comme il est en train de lire un livre. Ah, ça c'est Mike. Oui, puis je pense que l'affaire c'est comme c'est des clichés de des personnes. Puis je pense que c'est parce que... Puis tu vois, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'est pas des clichés de nous-mêmes. Ça tombe dans le monde de la joke, c'est forcé, c'est pas organique. Oui. Souvent. Fait que, on a trouvé moyen de trasher les sortes d'impôts qu'on aime pas, là. C'est ça. Mais je pense que c'est pour ça que je suis d'accord avec toi par rapport à, comme toutes les formes d'art. Je pense que si t'es pour utiliser une expérience personnelle que t'as vraiment vécue, je pense qu'il faut que ça soit enrobé de... C'est ça, processus créatif qui brode autour de ça. Ça semble être weird à dire dans un podcast à propos de la vérité, but arrache tout le vrai de cette affaire-là. Prends juste comme les émotions. C'est là qu'est la vérité, right? C'est le feeling. Regardez n'importe quel film qui se veut une adaptation, surtout d'une vie. Oui. Tu sais, là, tout ça. Les nerds vont tout le temps chialer que c'était pas vrai au fait. Exact, le mot exact. Le moment exact, ok, ils ont combiné des personnes, ou ils ont coupé cette scène-là. Ça a coûté, ou le temps est comme collapsé pour que, parce que, là, c'est un film, là. Ça peut pas se passer en temps réel, puis il peut pas avoir 100 millions de personnages. Comme qui est la vie, là. La vie, c'est un 100 millions de personnages. Faut réduire ça à quelque chose qui est vrai. Pas exact, mais vrai dans le feeling, dans le message que ça impose. La vérité dramatique, elle oblige que tu décolles de qu'est-ce qui est strictement vrai. Enlève tout ce qui est strictement vrai, enlève les événements spécifiques, garde les intentions puis les émotions, puis si c'est une chaîne qui a à peu près la même chose entre ces événements. C'est pour ça que le movie Spencer est bon. Parce que le movie est pas about qui ce qui est là, puis qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ils sont là over Noël, comme c'est tout... C'est du set dressing qui sont là pour Noël, puis qui... Es-tu en train de me dire qu'ils étaient pas là pour Noël? Ils étaient là dans la vraie vie? Non, ils étaient là pour Noël. Mais dans la vraie vie, on sait pas ce qui s'est vraiment passé. Non, c'est ça, là. Ce Noël-là, là. Mais aussi, c'est pas important, comme le movie est pas axé sur ce qui se passe. C'est about comment est-ce que Diana feel dans le contexte qu'elle est mis dedans. So, le whole movie feel vrai, parce que le cœur du movie, c'est l'émotion de comme oppression puis d'anxiété puis de dépression puis de incertitude. Ça c'est qui n'est pas unique à son histoire. Non, non plus. C'est pour ça. Comme comment est-ce que tu racontes l'histoire de quelqu'un comme ça qui est une célébrité, quelqu'un de connu, un personnage historique. Comment est-ce que tu racontes cette histoire-là puis que ça te touche? Toi, tu t'étais pas dans la famille royale ou tu vivais pas à cette telle époque ou je sais pas quoi. Ben oui. Ce qui est vrai, c'est que faut que tu puisses le relier à ta propre vie. Je sais que ça semble comme si on en demande beaucoup dans une impro de quelques minutes, mais il faut... step up. Non, mais parce que quand on dit ça de même, tu sais, quand on le compare à quelque chose qui dure 2 heures ou je sais pas quoi. Mais l'idée, c'est toujours de comme comment est-ce que tu vas connecter avec ton public. Tu vas juste connecter avec ton public si ce que tu fais est vrai. Dernière question du public. Frédéric Melançon. Oui. Puis j'aime ça là quand ce qui impose un nombre. Oh non. 3 trucs faciles. OK, ben 3 puis facile pour rendre une impro plus immersive et donc vraie. So lui utilise le mot immersif. Intéressant. C'est le même qui comprend la vérité. Puis, je pense que c'est ça. L'investissement du public, ça veut dire qu'il y a une certaine immersion. C'est ça. Je pense que c'est vraiment comme la vérité à propos d'un public qui est capable de regarder un impro puis faire comme, OK, je serais dans cette impro-là puis je ferais ces réactions-là ou ce genre de choses-là. Ouais. Puis, sur 3 trucs. Dans cet aspect-là, je pense que les 3 trucs... Attends, c'est 3? Non, je pensais un chaque, là. Hey, attends, t'as commencé avec vraiment confiance. Je pensais qu'on en faisait 3 chaque, mais... Un chaque. 3 chaque, ça c'est trop de tips. Ben, le un chaque, pour moi, le plus gros élément de vérité, c'est vraiment comme... Qu'est-ce qui est la suite logique à ce point-ci dans l'improvisation? Comme, c'est ça que je donnais à mes jeunes quand j'étais coach. C'était comme, regarde l'improvisation, regarde ton personnage, regarde les éléments qui ont été établis dans l'improvisation, regarde le ton de l'improvisation, puis là, décide c'est quoi la prochaine chose qui se passe dans ce contexte-là, en gardant toutes ces choses-là dans l'esprit. Je sais que c'est beaucoup de choses à garder dans l'esprit. Je sais pas si c'est facile, Je sais pas si c'est facile, ouais. Mais c'est, en résumé, c'est quoi la suite logique? Isabelle? Oh non. Ok, ben je vais t'en donner un que toi tu m'as donné. Oh non. Non, tantôt. Je pense que c'est une super bonne idée. On va faire l'impro 2 personnes qui se jasent, mais comme je suis sur mon téléphone, je crash, je vais vous en parler tous les deux là. Ouais. Mais ça, c'est comme un super bon truc.
Facile. Rentre dans un impro, puis au lieu d'être deux bonhommes debout dans le milieu, prends tout de suite une position, ça c'est une de mes things, right? Mais prends tout de suite une position, mais faites quoi? Faites quoi, là? Tu sais, c'est la personne qui brasse le bol, là. OK, le fait que t'es pas un blank slate la seconde que tu rentres Quand est-ce que tu rentres, que tu fais déjà de quoi? Impose une réalité. Au lieu d'être deux personnes en l'air, parce que ça, c'est l'ennemi de la vérité. Oui, parce que... Ça, comme tu disais tantôt, là. Quand tu y penses vraiment, combien de conversations que t'as eues que c'est juste deux personnes immobiles face à face qui se parlent? Même pas face à face. Ils sont face à un mur. Oui, parce exactement. Ils sont face au public. Tu sais, toi, de regarder le mur, ils regardent quelque chose, puis ils parlent. Ouais. Mais faut qu'il y ait de quoi là, il y a jamais de quoi là. Ben non, t'es pas debout dans un musée, là. T'es juste debout devant le mur. C'est ça, t'es pas debout capable de réagir en train de regarder la mer, là. Ben oui. C'est jamais ça, sont juste... C'est toutes des très bonnes idées, là. Faites ça à la maison. Oui, ça marcherait. 50% du temps que je parle à ma mère, c'est quand on est en train de cuisiner ensemble, fait que je suis en train de râper du fromage, ou je suis en train de couper un oignon, ou quelque chose comme ça, fait. Comme, ça rend quelque chose de beaucoup plus réaliste immédiatement que t'es pas juste... Puis aussi, ça va nourrir l'impro, parce que on a déjà commencé à faire de quoi tu peux utiliser cette chose-là. Exact. Mais c'est deux personnes qui sont en train de se parler, oui, qui se rencontrent, oui, mais... Il y a aussi, t'es en train aussi de raconter une histoire. On est à quelque part, là. Ben, je pense que comme on imagine beaucoup les émotions comme quelque chose qu'on démontre avec notre face, juste spontanément quand quelque chose se passe. Mais je pense qu'on sous-estime être capable de transmettre quelque chose en interagissant avec une chose. So, se donner cette action-là est vraiment comme une bonne way de transmettre. Si ton impro est juste toi qui arrose des plantes, la whole impro c'est juste toi qui arrose des plantes, mais que la façon que tu comme interagis avec les plantes, puis l'affaire que tu arroses avec un arrosoir, tout ça, tu pourrais facilement jouer ça comme super content, ou tu pourrais jouer ça vraiment mélancolique. Ton backstory dans ta tête que tu dis jamais pour le public, c'est que c'est ta maison, puis tu vas être obligé de la vendre, puis t'es juste en train de savourer les derniers moments avec ta maison. Mais tout ça, c'est comme, ça change la façon que tu interagis avec les plantes, puis les murs, puis les portes. Puis quand tu rentres dans une room, l'émotion est différente. Mais à l'inverse, des fois ton action informe le reste. Parce que tu me fais penser à un impro que j'ai joué à la Ligue d'impro acadienne une fois, avec Bass. Bass, c'était l'autre côté. Tu sais, des fois, la raison qu'on a beaucoup de monde qui rentre puis qui se parle dans le milieu de l'arène, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes qui évoquent, je veux pas dire une conversation, mais que le thème lui-même est abstrait, ou tu sais, là le monde devient comme du monde qui parle de la chose. Ça impose pas tout de suite une trame narrative qui est évidente. Fait que le monde va aller comme se sonder, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est deux personnes qui parlent. Puis, je sais pas c'était quoi le thème du tout, parce que ça n'a pas rapport. Le thème était whatever, et ça semblait imposer une conversation. Ça, j'ai rentré en jouant du basketball. Ça, je suis juste puis c'est 1 contre 1. So, je suis juste en train de pitcher le ballon dans le panier. Bass commence à jouer, puis on a notre conversation à propos de la chose. Mais le ton de cette impro-là a vraiment été dicté par les rythmes du jeu de basket. Fait que le public est en train de regarder quelque chose qui a beaucoup d'action, même si, à la base, c'est sûrement juste une conversation à propos de quelque chose. Ben, je pense que ça miroire aussi la vérité, que c'est rare qu'on a des conversations avec du monde, qu'on est juste là. Non, c'est ça, exactement. Comme tu dis, tu cuisines avec ta mère, puis t'es en train de parler, t'es en train de faire du ménage en même temps que quelqu'un te parle, comme t'es assis à watch un movie, comme. C'est très actif à être around d'autres mondes. Ça, c'est mon truc. Oh non. Isabelle. T'as combiné mon truc avec un autre. Qu'est-ce qui serait? C'était organique. Ouais. Qu'est-ce qui suit? Ah oui, ce truc. Fine, ok. Tu vas me voler moi? Okay. Non. Okay. Ça va pas être facile, par exemple. Mais je pense que on va faire un lien avec Saint-Pierre ici. Okay. Puis c'est le même conseil qu'avec la manière 2. C'est de lire des textes, c'est de regarder des films, c'est écouter de la musique, puis voir comment est-ce que le monde réagit, comment est-ce que le monde parle, qu'est-ce que leurs expressions, qu'est-ce que la dynamique entre les personnages, comment est-ce que leurs relations se forment. Parce que, comme tu dis, regarder de l'impro, ça te donne beaucoup de cues pour être meilleur. Mais aussi, juste voir d'autres mondes interagir. Tu pourrais même people watcher si tu voudrais. Ça pourrait même compter. Mais je pense que comme, se donner des histoires pis des personnages pis ça, mais aussi remarquer les réactions puis les dynamiques puis les silences puis quand les silences sont coupés. Puis tous ces genres de choses-là, ça donne ces outils-là pour les amener avec toi en impro. On a beaucoup parlé, nous autres, de comme réaction de personnage. Mais tout le côté écriture, qui était le premier élément que David a amené. L'écriture, tu l'apprends en regardant d'autres mondes écrire. Tu regardes des médias où il y a de l'écriture. Puis tu peux pas vivre tout. Oui, tu regardes des médias, puis là,
lorsque tu commences à écrire toi-même, tu réalises comme, ok, il a fait ça pour cette raison-là, comme, la coccinelle s'est rendue à la maison, mais il y a de quoi qui s'est arrivé dans le milieu, parce que sinon l'histoire est un petit peu plate. Oui, puis pas juste, là tu l'as encore mis dans le terme de personnage, le personnage fait telle chose, mais il y a une motivation qui existe chez le narrateur, où ce que des choses arrivent, comme le dieu du monde, de l'impro, ou de l'histoire, ou de whatever, l'écrivain, qui est Dieu dans l'histoire, lui est aussi en train de manipuler les événements. Exact. Il y a des choses qui arrivent, pis c'est pas la faute du personnage, mais c'est ça. La responsabilité du personnage. C'est ça. Après ça devient, est-ce que les choses qui arrivent sont ironiques? Est-ce que les choses qui arrivent sont tragiques ou comiques ou, tu sais, ça c'est des choses qu'on décide en impro, parce qu'on écrit. On n'est pas juste en train de réagir, on est aussi en train d'écrire. So, il y a une réaction d'écrivain qui arrive aussi. Je pense que plus que tu vois d'écriture, je veux pas dire lire des livres nécessairement, parce que n'importe quel média qui raconte des histoires le fait, le plus que tu n'as dans la tête, le plus que t'as d'idées en caucus, le plus que t'as d'idées quand ce que t'arrives sur la glace. C'est comme je dis, tu peux pas tout faire, là. Moi, je peux pas skydiver, puis faire du surfing, puis grimper des montagnes, puis also être un comptable, puis also, comme, il y a des limites à ce que toi tu peux faire, mais ça revient à comme faire à semblant une émotion. Tu peux faire à semblant d'être un comptable. C'est au moins comme une idée un petit peu. Un comptable, c'est ce genre de personne ici, peut-être. Puis... Ouais. Parce que j'ai certainement vu des impros qui ont été minés par le fait que les joueurs savaient pas de quoi ils parlaient. Oui. Puis il y avait pas le choix parce que le thème imposait quelque chose. Exactement. Fait que là, sont là, c'est pas leur idée, c'est le thème. Puis ils savent pas vraiment. Ton coéquipier Jeff Poirier pour le pitcher en dessous de la bosse. Non, mais quand au secondaire, un moment donné, il avait joué une impro où ce que ça se passait sur sur un canal à Venise. Oh non. Oui. Je me rappelle de cette impro. Ça, lui, il savait pas que Venise était floodée, ouais. Puis que c'est des gondoles puis des canaux. Mais l'autre joueur savait. Fait que l'autre joueur arrêtait pas d'essayer d'amener l'idée d'aller nager. Fait que Jeff arrêtait pas de parler de oui, allons à la piscine. Il doit avoir un gym avec une piscine. Puis l'autre joueur essayait de le... Voyons, qu'est-ce que tu fais? Puis l'impro a stagné parce que... Comme de l'eau stagnante. Mais comme l'impro a stagné parce que Jeff pouvait pas pogner le cue parce qu'il y avait pas cette information-là. Ouais. Fait que le plus que tu sais à propos du monde qui t'entoure, le plus que tu vas être prêt dans n'importe quelle situation à faire la chose organique. Je veux dire, ça aurait pu être drôle. T'sais, on parlait de contraste, attente et... Tu sais là... Si Jeff savait que Venise avait des canaux, puis il faisait exprès pour aller à une piscine, ça c'est une chose. Oui. Ça c'est déjouer les attentes. Puis je pense qu'on aurait senti ça plus facilement. Mais t'es au secondaire là, comme. Oui, mais tu sais, il savait pas. Puis si les deux joueurs savaient pas, ça aurait donné une impro qui était comme weirdement le thème, je sais pas. Ouais, c'était comme nager à Venise ou tu sais, probablement ça imposait que quelqu'un va se sacrer dans le canal. Mais si t'as pas ça dans ton background, ça va créer une drôle d'impro là. Bizarre, ça va pas filer vrai. Ça va filer comme OK, ce joueur-là, c'est pas qu'il est à Venise. Parce qu'à aucun temps fait référence au fait qu'il y a une rivière en avant de lui constamment. Parce qu'il peut pas créer un univers parce qu'il n'y a pas les connaissances pour créer l'univers qu'approprié. C'est pareil comme si t'avais jamais été campé puis tu sais pas qu'est-ce que ça ressemble un site de camping en général. C'est ça. Ou si t'as jamais vu un film d'horreur puis quelqu'un arrive à toi puis il fait je me suis fait mordre par un zombie, j'espère que ça va pas revenir plus tard. Sûrement ça correct. Je vais te donner un mais si tu sais... Mais là, ça devient drôle. Oui, si tu sais, ça devient drôle, mais ça paraît dans ton intention. Oui. Tu fais exprès pour... Il y a un exprès que le monde peut détecter parce que tu vas le ramener. C'est un bon conseil. C'est un bon truc. Juste regarde tous les films pis tous les livres. Je pense que le plus que tu peux, si t'es un raconteur, le plus d'histoires que tu peux absorber, le plus de jus que t'as après. Fait que ça reste dans le monde de vérité certain. Je vais terminer comme ceci. Oui. Avec un des derniers paragraphes de mon vieux texte. Excellent. Le joueur faux force la note, vole l'attention des autres, fait l'histoire prendre des tournants illogiques, facile par peur de l'insuccès ou au détriment de sa force dramatique. C'est le joueur qui joue pour les points, pour les étoiles, pour prouver quelque chose ou pour la reconnaissance. Et ça paraît toujours. Le mystique du joueur sympathique, c'est pour ça que je le lis parce que on a un joueur sympathique. Le mystique du joueur sympathique, c'est qu'il est d'abord et avant tout vrai. Le public se reconnaît en lui et sa passion pour le jeu et le spectacle. Le positif en lui, transparaît dans sa performance. Wow. On a vraiment fait le tour de ce statement-là général, actually. Non, ça tombe vraiment à propos. Hey, on est smart. Et on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronbwordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Catégorie libre bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Canada.
écouter tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcast, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à David Saint-Pierre pour s'être prêté à l'exercice. Merci de l'invitation. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. C'est moi, ça. Non, ça va être quelqu'un d'autre. Non, c'est moi, ça, Michel. De nouveau? Ouais. J'ai eu des messages pendant que... Qui c'est ce monde-là? J'ai aucune idée.